Yes, exactement. C'est pas hyper sexy comme nom. En fait, ça paraît compliqué, mais... aucune des 3 thèses de la journée qui a un nom sexy, si ça peut te rassurer. D'accord. Il n'y a aucune des 3 thèses d'aujourd'hui qui a un nom sexy. Ouais. Mais c'est souvent peu sexy. Hein. La troisième, elle est très drôle parce que vraiment la troisième, elle est écrite en capital, donc t'as l'impression qu'elle te gueule, genre activité du réseau de la corne dorsale de la moelle, épinière sur un animal vigile. Ça, c'est agressif comme. C'est Zoé. Tu vas la voir tout à l'heure, elle est agressive. Là, bah super. Il y a beaucoup d'énergie, Ouais, il y a beaucoup d'énergie, c'est C'est ce qu'on veut, c'est c'est ce qu'il nous faut, une ça. pile électrique. On apprécie fortement. Ok, bon, écoutez, nous allons y aller alors. Mais oui. On est prêt. Vas-y. Et bonsoir Laura. Et bonsoir Robin. Et comment ça va? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Écoute, on se retrouve dans ce deuxième épisode de la semaine du cerveau, accompagné de Simon Lecomte. Oui, enchanté. Bonjour, Comment ça va Simon? Bah, ça va bien. Un peu stressé de parler un podcast. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Un petit podcast. C'est normal. Et c'est aussi la première fois de ma vie que je m'entends autant. J'entends autant ma voix. Et c'est assez troublant. T'es pas sûr de vouloir la garder, c'est ça? Je vais quand même réécouter pour savoir si je dis des conneries. quand Ouais, même. bah ouais, Ça c'est normal. Ouais. Mais vu ma posture, même, je tiens le pied de micro et tout. Enfin, on voit vraiment que je suis à l'aise, quoi. Mais ça te rassure, c'est un podcast, du coup ça se voit pas. Ah oui, Donc tu peux c'est vraiment. ça. En fait, si tu le dis pas, personne le sait. Exactement. Tout va bien. Et du coup, je suis en 2e année de thèse. Eh ben super. Et ouais, tu viens nous voir du coup dans le cadre de ta thèse les mécanismes présynaptiques de la synapse gyrus dentée CA3 au sein de l'hippocampe dans un contexte d'absence de la protéine FMRP. Oui, exactement. À tes souhaits. Beaucoup trop de lettres et de chiffres en même temps et après on dit que Ouais. c'est les maths le problème. Bon, Ouais, c'est écoutez, ça. on va se régler de suite. C'est ça. Alors, selon X. Mais ouais. Et donc, du coup, mais normalement, je vais essayer d'expliquer et vous m'arrêterez, vous me poserez plein de questions. Ça devrait bien se passer. De toute Mais façon, normalement, vous devrez comprendre. Bon, ouais, Vas-y, écoute. vas-y. De toute façon, on va commencer. Tu découpes. assez rapidement. Bon, tu vas travailler sur les mécanismes présynaptiques. Ouais. Donc, à la synapse gyrus Gyrus dentée. dentée, c'est CA4. Alors déjà, genre, quand tu parles de mécanisme présynaptique, tu parles de quelle partie? Ben alors, en fait, justement, c'est-à-dire que pour comprendre un peu ce que veut dire présynaptique, il faut comprendre ce que c'est une synapse. Tout à fait. Et en fait, la synapse, c'est l'unité de communication dans le cerveau entre les neurones Tout à fait. et qui est composée Ok. de 2 parties. Donc, une partie présynaptique qui envoie les neurotransmetteurs, Ok. les petites molécules qui traversent la synapse et qui vont aller activer justement le neurone postsynaptique. Et c'est comme ça que les neurones communiquent entre eux. Et en fait, souvent, on se dit, bon, bah voilà, qu'est-ce qui peut modifier un peu le message des neurotransmetteurs dans la synapse? Bah, souvent, on peut penser au fait que dans la partie postsynaptique, on va avoir des récepteurs qui vont venir récupérer au final ces petites molécules qu'on appelle des neurotransmetteurs. Mhm. Et au final, si on joue sur le nombre, par exemple, de ces récepteurs à la surface du neurone postsynaptique, on va du coup plus ou moins activer le neurone en face. Mais il y a aussi plein de mécanismes qui se passent dans le neurone présynaptique à l'envoi direct de tous ces neurotransmetteurs-là et qui modulent aussi la quantité ou aussi la cinétique de largage de ces neurotransmetteurs à la synapse. Donc du coup, les 2 parties sont importantes et c'est vrai qu'on a souvent tendance à Beaucoup parler de l'autre, du coup, Voilà, de la l'autre. réception. Exactement. Parce Ouais. que aussi, historiquement, dans la modulation justement de la communication synaptique, on a commencé par parler de la plasticité synaptique. Et Ok. en fait... Qui est? en fait, la plasticité synaptique, c'est la manière dont le cerveau, dont les neurones, au final, vont modifier notamment plein de choses qu'ils ont en eux et qui va, à long terme, influer sur la manière dont ils vont communiquer. Ok. Donc soit on peut potentialiser la communication, ou soit on peut
ce qu'on appelle la LTP, donc la potentialisation à long terme de la communication synaptique, ou aussi la dépression. Donc là, ça va être l'effet inverse. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que justement, on va jouer sur le nombre de récepteurs à la surface du neurone postsynaptique. Donc on s'est dit, super, on a un mécanisme postsynaptique hyper intéressant qui vient modifier la manière dont les neurones communiquent. En oubliant que les neurotransmetteurs viennent du neurone présynaptique. D'avant. Et que lui aussi, peut-être, il peut faire plein de mécanismes qui va aussi jouer dans la communication Après, si tu fais une allégorie avec les personnes, c'est logique. C'est comme si tu avais une discussion à sens unique. Sinon, tu vas pas te dire la communication entre les deux personnes, elle ne repose que sur une personne. Et l'autre oui, voilà, c'est ça. Et l'autre OSEF de ce qui se passe pour elle. Ouais, c'est clair. Ça augmente la communication, ça vient que d'une personne, c'est sûr. Ouais, j'écoute quand même super bien. Hein. Non, mais c'est ça. Et ce qui est hyper aussi intéressant, c'est que là, on discute de la synapse, donc c'est-à-dire entre les deux neurones. Mais par exemple, si on se souvient du podcast avec Juan, on voit aussi qu'on oublie toutes les autres cellules. C'est-à-dire que là, on parle que des neurones. Et enfin, d'ailleurs, pendant ce podcast, on va parler que de neurones, alors même qu'il y a plein d'autres types de cellules dans le cerveau. Et là, on en parle encore moins. Donc on parle moins du neurone présynaptique, mais on parle encore moins des astrocytes, de la microglie, des cellules de Schwann et tutti quanti, on va dire. À mon plus grand plaisir, tu vois, pour le coup, hein, c'est moi les neurones, ça me va très bien déjà pour commencer. Mais voilà. C'est le level 1, c'est bon. Mais c'est ça, et aussi ce qui est hyper fou, c'est que ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'on parle que des neurones, et il y a encore plein de choses à découvrir. Ouais. Donc quand on rajoute à l'équation, enfin après c'est exponentiel, quand on met les astrocytes, déjà on se rend compte que oula, attends, il y a une synapse qui est tripartite. Wow. Attends, donc comment ça il y a un troisième communicant? Qui est cette personne? C'est ça. Et notamment tous ces mécanismes-là, donc je parlais de plasticité synaptique, etc. Donc des modifications à long terme de la manière dont les neurones vont communiquer entre eux. C'est une analogie d'un mécanisme. On peut prendre cette analogie pour se dire c'est quoi la mémoire, c'est quoi l'apprentissage. Et en fait, on se rend compte que justement, apprendre, c'est arriver à récupérer des informations de l'environnement, les garder en mémoire et à long terme pouvoir les réutiliser. Donc on se dit super. En fait, on a un mécanisme de plasticité qui fonctionne sur du long terme. Donc est-ce que, en faisant l'analogie, on pourrait pas se dire est-ce que c'est pas un mécanisme qui sera à la base de l'apprentissage et de la mémoire, etc. Qu'est-ce qui nécessiterait ce passage pour pouvoir garder les trucs et renforcer un peu ce souvenir et renforcer cet apprentissage. Renforcer la communication et donc du coup on pourrait retrouver plus facilement, justement vu que les neurones communiquent mieux, du coup on retrouverait plus facilement les neurones qui étaient activés au moment de l'acquisition de l'information et donc du coup on retrouverait mieux ces informations-là. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est intéressé vachement à l'hippocampe, qui est une région où il y a beaucoup ces mécanismes de LTP, LTD. Donc là, j'ai dit des termes, c'est en anglais, mais c'est long-term depression ou long-term potentiation. Donc c'est potentialisation à long terme ou dépression à long terme. Okay. Donc on va avoir des synapses plus activées, donc qui ont subi la LTP, ou moins activées dans le réseau, et là qui ont subi la LTD. Et donc l'hippocampe, on s'est rendu compte que c'était une région hyper importante pour la mémoire, parce que des patients... on leur fait des patients par exemple épileptiques, on doit leur tirer la zone du cerveau qui génère l'épilepsie, et ça peut être notamment dans l'hippocampe. Et donc au début, au 19e siècle, on faisait ces genres d'opérations, et on se rendait compte que ces patients-là, ils étaient après leur opération, qu'ils avaient moins d'épilepsie. Mais c'était un peu, je sais pas, c'était flou la mémoire. C'était un peu bizarre. Et après, on se rendait compte, on leur parle et soit ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on leur dit parce qu'en fait ils ont du mal à acquérir de nouvelles informations, mais ils se souviennent très bien de leur enfance. Ou alors c'est l'inverse. Tu leur montres le journal, ils le connaissent par cœur, mais par contre ils peuvent pas te rappeler de leur vie quand ils avaient 5 ans. Et donc du coup, l'hippocampe, qui est la région que moi j'étudie, justement depuis très longtemps, en fait, on se rend compte que tous ces mécanismes-là ont lieu et que c'est une région hyper importante pour la mémoire. Et moi, je viens et je dis, ok, mais il faut aussi regarder la présynapse. Qu'est-ce qui s'est passé avant que ça soit relargué? Voilà. Et du coup, toi, tu t'es intéressé à une... Alors, je sais pas si c'est une synapse en particulier ou un truc comme ça. Du coup, à la gyrus dentée CA3. Qu'est-ce que ce truc? Alors, en fait, l'hippocampe, donc on parle de l'hippocampe. Alors déjà, l'hippocampe, voilà, c'est ça. Ça ressemble à, c'est une sorte de... On nous a dessiné un G sur la feuille. En fait, c'est 2 C, c'est comme 2 C qui s'embrassent, en fait. Ok. Ça, c'est un peu...
C'est un peu, ouais, Un truc comme ça et a t'as une des forme comme ça. cellules là, un truc comme ça. Et ça fait des liens comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une structure qui est hyper compliquée, qui est vraiment hyper intriquée et avec plein de types cellulaires, plein de types de neurones différents. Ok. Alors, on parle de l'hippocampe, mais en fait, l'hippocampe, c'est vraiment un ensemble de cellules. Et on peut même parler de formation hippocampique parce qu'on se rend compte que l'hippocampe, juste l'hippocampe qu'on connaît, bah, en fait, c'est pas suffisant pour comprendre vraiment tous les mécanismes d'encodage, de stockage et de récupération des souvenirs. Et là, ça fait écho à la thèse d'Uriel, dont tu te rappelles vachement bien. C'est ouf, parce que j'ai une mémoire dans Voilà. le sommeil, Tu vois, gravée dans la lui, roche. il fait tu pas vois. de la Gravé dans la roche. LTP, il fait de la LTD, beaucoup. Ouais. Tu veux dire de la grosse dépression? Oui, tout à fait, exactement. Mais J'adore. alors l'hippocampe, est-ce que c'est le sort de mini-cerveau dans le cerveau au fond derrière du coup? Ou je Non, confonds, ça, c'est le cervelet. Ouais, ça, c'est le Ah, c'est le cervelet. cervelet. Et en fait, l'hippocampe, du coup, bah, on prend C'est les là. tempes Ok. au-dessus des oreilles. Et là, on a le cortex temporal. Ok. Et là, on essaye de rapprocher les doigts pour aller vers le centre du cerveau. Ouais, Et là, on va tomber sur l'hippocampe. Ok. Ah oui, c'est Là, c'est vraiment dedans. dans le lobe préfrontal. Ouais. Non, c'est lampe temporale. Ok. Attends. Mais c'est. C'est ça, le temporal. Ouais. Ah, c'est Et- le plus. Ok, d'accord. Mais si on regarde du dessus, l'hippocampe est vraiment plus vers le centre du cerveau, quoi. Ok, C'est d'accord. pas dans la périphérie. Donc c'est une sorte de bas centre un peu derrière les yeux, Ouais. dans le fond. Ok, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, je vois. Exactement. Bah, en fait, si tu prends tes tempes et que tu appuies super fort, tu vas arriver à un moment À un donné moment donné, sur l'hippocampe. Tu vas- Ouais. tu tu vas vas mourir. écraser ton hippocampe et tu vas mourir. Mais, voilà, T'auras tu vas plus, sûrement t'auras mourir. plus mal au crâne, mais au moins. Voilà, t'auras trouvé l'hippocampe. En fait, c'est ça Ok. qu'il essayait de faire dans Game of Thrones. Ah, non, me rappelle pas cette scène horrible. La torture. Ah putain, mon plus gros traumatisme de Game of Thrones, ça. Et en fait, l'information, du coup, circule dans l'hippocampe un peu d'une forme cyclique. Ok. Et le point de départ de ce grand looping, c'est le gyrus denté. Là, Le gyrus- l'information arrive par le gyrus denté vers CA3. Et ensuite, après, CA3 envoie de l'information à CA1. Et là, ça fait une boucle, en fait. Il y a 3 synapses. Attendez, et parce ça que fait c'est à 3, c'est pas le premier. Et non, et non, et non. non, Alors parce là, que c'est. Ouais, Parce que bienvenue en biologie. ouais, voilà. Déteste tous. Ouais, non, mais alors ça, c'est vraiment le truc classique. T'es en licence master, tu découvres ça et tu dis quoi? Non, Qui, non. qui a dit ça Ouais. Qui s'est dit la règle, elle est logique, on va commencer par 3. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que 3, 2, 1, 0, partez, voilà, et puis ça lance le looping, et puis voilà. Et voilà, donc Je vous hais. ouais, mais c'est vraiment horrible. Et il le pense. Ok. Ouais, c'est ça. Non. Mais après, je désolé. suis sûr qu'au début, de toute façon, il regardait que des coups histologiques. Donc je Ah, mais alors, Pardon. je pense que Alors, coupe histologique, va falloir expliquer. ouais, bah en gros, tu coupes le cerveau, tu Ok. marques les cellules et tu regardes ce qui se passe. C'est ce que disait tout à l'heure Julia. Oui, c'est ça. Quand tu fais des coupes de petites cerveau, lamelles, ouais. Et que tu Ouais. mets des fluos Ouais, Fort. fort. Je suis au fort. dessus Ouais. pour pouvoir voir tes cellules. Ouais. Enfin, Ok. marquer des molécules, mais c'est Ou t'as pareil. marqué des trucs ou machin, ok. Ouais, mais à la base de la base d'ailleurs, c'était pas fluorescent. Par exemple, Golgi et Santiago Ramon y Caral, vraiment c'est avec eux que l'étude Des de cellules, la ouais. neurophysiologie débute. Ah, comment c'est, ouais, ok. Et eux justement, ils ont développé une méthode pour marquer les neurones. Et qui était avec des sels d'argent, etc. Et en fait, on voit une coupe et le neurone est noir. Ouais. Et on voit toutes les dendrites. Ça te dit rien, ça, des ok. trucs où tu vois des réseaux. Il y en a qui sont tatoués des trucs comme ça. Tu vois pas des cellules noires avec des J'adore. dendrites et des machins. Ça te dit rien? On se tatoue ça. Il y en a, il y a des gens qui sont fait tatouer D'accord. ça. C'est quoi, c'est ça cette information qui m'a perturbé. C'était pas le. Genre, j'aime bien les tatouages en ce moment et il Ah, d'accord. y a des gens qui sont déjà fait tatouer des trucs comme ça. Et je me dis, peut-être que tu as déjà vu passer une image comme Alors, je suis ça. pas sûr d'avoir vu déjà passer un truc comme ça, mais peut-être que si tu me le montres, ça va me péter au cerveau. Et il y Moi, a des bah oui, très évidemment. très beaux dessins parce que Ouais. parce que du coup à cette époque il y avait pas vraiment de photos et on utilisait on n'allait pas utiliser justement des photos qui coûtent un bras. Oui, mais non. Ça a commencé à quelle période à peu près? Bah alors là les deux là c'était au 19e. Oui, donc, ouais, bah là, oui, non, la photo, c'est Ouais, c'est vrai. c'est un truc de riche à ce moment-là. C'est donc, ça. Santiago, tu veux écrire un manuel, et ben tu n'auras pas accès à des trucs qui coûtent vraiment trop cher. Et donc du coup, il les redessinait. Et c'est ça qu'on peut voir aujourd'hui. Et c'est par une méthode où là, il n'y a rien à voir avec la fluorescence. Et on voit le neurone, tout le neurone entier, noir,
sous un microscope. Ça s'observe à l'œil nu, un neurone? Alors non, microscope. Ouais, un microscope, ok. Ouais, d'accord. À l'œil nu, Parce que j'allais dire, putain, déjà pour l'époque, Chaud j'étais patate, chaud, quoi. Ils avaient des yeux, waouh. Ouais, frérot. Même moi, j'y vais pas, là. Ouais, c'est ça. Pas besoin de lunettes au 19e siècle. Et, Ok. et voilà. Et donc, du coup, je pense que le gars, il a juste regardé l'hippocampe, puis il s'est dit, tiens, on va commencer par CA1, Ouais. sans se douter qu'au final, Il y en avait d'autres. C'était le 3 en fait. ouais, et ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et qu'au final, CA3, c'est la porte d'entrée avec le gyrus denté de l'hippocampe. Et donc, au Ok. final, l'information, elle passe par le gyrus denté via le cortex entorhinal. Donc, ça, c'est une partie Entorhinal. corticale. Donc là, à la périphérie, à la surface du neurone. Ah oui, oui. Ok, en gros, tu rentres par le début de ton C, là, c'est ça? Tu rentres par là. Ah non, tu rentres par en bas, ok. Ouais, c'est ça, par le deuxième C. Et ton schéma, là, enfin, du coup, le C, c'est un peu un G. Je vais essayer comme ça pour les gens voient. Ouais. Et en gros, on part du coup de ce petit. Du bas du G. Et Ouais. on remonte après la boucle C'est par ça. le bas, quoi. C'est ça. Et ça, c'est ton signal qui part comme ça. Et voilà, et c'est comme ça Ok. que l'information se déplace dans l'hippocampe. Et donc en fait, la porte d'entrée, c'est le gyrus denté. Ok. Qui est du coup là, Ouais. tout en bas. C'est ça. Et donc là, c'est A3 et c'est A1, c'est là. Ok. Et après, ça retourne sur le cortex entorhinal. Donc en fait, le cortex entorhinal, c'est la porte d'entrée de l'hippocampe et c'est en même temps sa sortie. Donc là, on se rend compte Ok. que potentiellement, c'est un peu comme ça qu'on pourrait avoir une région importante pour la mémoire. C'est peut-être aussi une région qui est à la fois la porte d'entrée et la sortie, dans le sens où après, elle peut moduler l'activité du réseau et aller rechercher de l'information si elle a besoin ou pas, passer par l'hippocampe ou pas, etc. Et en termes de plasticité, c'est du coup hyper intéressant. À Parce fond. que c'est le signal qu'on veut potentialiser et à la fin on a tout le circuit qui s'est potentialisé en même temps, quoi. Donc en fait, c'est un système qui permet d'intégrer de l'information, de renvoyer de l'information, mais aussi de s'auto-alimenter. Ouais. Putain, c'est fou. Et en fait, dans le sommeil, on va pouvoir consolider la mémoire parce que aussi tout ce circuit va se réactiver par les mêmes boucles et qui ont été vécues la journée en fait. Ok, Donc, voilà. au final, c'est hyper simple. Tu réactives les bonnes cellules Les et là, elles se récepteurs AMPA. Alors, notamment, ouais. Il a écouté. Les ouais. Ampalumpa, voilà, tout simplement. Oompa-loompa, Moi, il y avait mon Mais technique. ouais, on ressort des vannes du 9e épisode. Qu'est-ce qu'il y a? c'est ça. 10e, je sais Charlie. plus. Charlie la chocolaterie. et donc, Ok, du coup, ouais. alors là, c'est le moment de comprendre pourquoi j'étudie tout ça. Et je précise dans un contexte d'absence de la protéine éphémère. Ouais. Tout Je à pense fait. qu'elle a un c'est- rôle, c'est- celle-là. Là, c'est mystérieux. Là, Ouais. là on se dit. Déjà, oulala. c'est qui celle-là? Ouais. Et puis, je suppose qu'elle est en présynaptique, parce que sinon, Alors, ça serait pas Ah. cette protéine. c'est alors peut-être sur les- là, il y a un piège. Il y a un piège. Là, il y a un piège. Tu triches en fait. C'est une post-synaptique. Alors, non, mais j'ai non. envie de pré-shot, c'est une présynaptique qui va vers l'autre synapse. Alors, vous allez voir. Vous allez voir le retournement de cerveau là. Ah, Je Bon crois bah, que vous êtes pas prêts. le retournement de cerveau, Oui. putain, Oh là là, mais oui. oh là là, on est en neurosciences. j'ai envie de mourir. J'adore. Donc en fait, absence de protéine éphémère P, quand on est du domaine, on sait que là, on parle d'un contexte pathologique Ok. qui renvoie à une pathologie en particulier, Moi, j'ai pas la pathologie. qui est le syndrome de X fragile. Ah, mais oui, Syndrome du X fragile. c'est encore de Ouais. l'autisme. Le syndrome de X fragile. C'est J'adore le c'est encore de l'autisme. Mais c'est parce qu'on vient de parler d'autisme avec Julia, c'est pour ça. C'est en ok. rapport avec les chromosomes ou pas du tout? Eh ben, alors oui. Ok. Mais t'es l'un des rares à qui je dis le nom. Et, tout le monde est trigger par le fragile. Ouais. Je dis quoi, c'est une maladie fragile Mais c'est ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Une génération de gens non déconstruits, bah forcément ils sont fragiles, on les attaque dans leur ego là. Ouais, pas de soucis, mon ego il est déjà au bas, donc c'est bon, on peut attaquer les vrais Je suis pas problèmes. fragile, moi. J'adore. Et ouais, en fait, X fragile, ouais. Ok. Et le X, c'est pour le Chromosome. chromosome X. Et en fait, Donc, on a pour la tous en petite commun, histoire, ok. c'est fragile. C'était parce que à l'époque, on parlait pas vraiment de. Enfin, je pense qu'on pouvait aussi employer le terme de mutation génétique, mais on parlait de fragilité chromosomique. Ok. Parce que quand on fait
Enfin, ça c'est en génétique, on peut regarder les chromosomes. Et en fait, quand un chromosome a une fragilité, en fait, c'est comme si il était à cet endroit-là, à l'endroit de la mutation, plus fin. Donc au final, c'est un chromosome qui porte une fragilité. Et donc aujourd'hui, on sait que c'est une répétition de nucléotides qui fait une sorte de petit lambeau au chromosome. Voilà. Voilà pourquoi ça s'appelle fragilité. Bon, bref. Moi, je le savais même pas. Putain, La fausse biologiste, quoi. Non, mais c'est bien parce que tu as décidé de te dire déjà, je prends des neurosciences, c'est chiant, mais en plus, je vais ajouter de la génétique. Un régal. Un régal, exactement. C'est trop drôle, la génétique. Surtout que moi, en plus, quand j'arrive en thèse, je connais pas cette maladie. Ah oui, et là, bah je oui. découvre normal. la littérature. Je me dis, oh là là, mais dans quoi je me suis embarqué J'étais pas au courant, là. Qu'est-ce que c'est cette maladie? Qu'est-ce donc Et du coup, qu'est-ce que c'est cette maladie? Et donc, au final, on a un gène Ouais. dans tout le chromosome. Alors, un chromosome, il y a une quantité de astronomique gènes, de gènes. Là, il y a un gène. Un qui connard. code. Souvent, C'est un ouais. seul gène qui code pour une seule protéine. Alors déjà, bon, quand on n'a pas fait trop de génétique, dire ça paraît pas ouf. Mais en fait, si, Mais parce si. que un gène, normalement, il code pour plein de types de protéines. C'est très rare un gène qui code pour une seule protéine. Ouais. Et c'est encore plus rare une maladie qui touche qu'un seul gène. Ouais, ça c'est clair. Ah ouais, Non, je pensais c'est qu'il y en avait 100% plusieurs, justement. quasi impossible, quoi. Genre. Ouais, une maladie monogénique, en final, ça veut surtout dire un peu en génétique qu'on n'a pas encore trouvé les autres gènes. Ouais. C'est-à-dire Ok. que C'est souvent ça. C'est-à-dire que souvent, il y a le gène de quelle maladie, Hein. puis 20 ans Après, il y après... a les gènes, les voilà. variants génétiques C'est ça. impliqués dans Bidule, c'est ça. avec Après, les facteurs environnementaux et le Exactement, exactement. Donc, il y a, au début de la génétique et des maladies génétiques, on pensait qu'il y avait un gène de ça, un gène de truc. Et voilà, à peu près 20 ans après, tu as un Science qui sort. Non, en fait, il y a plein de gènes. En fait, il y en a 12 000. C'est bon, Ouais. 12 000, ça vous va? c'est ça. Au minimum. Au minimum. On Et n'a donc- pas tout compté. Et si derrière maladie, ou depuis qu'on l'a étudié, bah, Ouais. il y a On un reste gène. un seul gène. Ok. On reste sur un seul gène et qui code pour la protéine. Donc je dis FMRP. Alors FMRP, c'est un acronyme anglais qui veut dire, Comme d'hab. en gros, la protéine liée au retard mental de la pathologie de l'X fragile. Donc fragile mental retardation. protein. FMRP. Sympathique. Ok. Ok. Donc c'est une maladie qui cause du retard mental. Donc là, retard mental, c'est très vaste. Ouais, c'est-à-dire, Ouais. qu'est-ce C'est qu'on très entend vaste. par retard mental du coup? Qu'est-ce qu'on entend par retard mental? Alors en fait, le terme retard mental, souvent, c'est pour des maladies neurodéveloppementales où on va avoir justement, entre guillemets, du retard mental, mais qu'on peut dissocier, enfin, en tout cas pour le Fragile X, dans deux types de symptômes. On va avoir des troubles de l'apprentissage. Mhm. Donc chez l'humain, on parle de déficience intellectuelle. Et aussi des symptômes autistiques. Ok. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les deux grandes catégories de symptômes. Donc moi je m'inclus plutôt dans tout ce qui est entre guillemets déficience intellectuelle, c'est-à-dire troubles de l'apprentissage. Ok. Donc dans cette maladie, il y a des troubles liés à la mémoire, mais surtout des troubles liés à l'apprentissage. Et donc c'est là où tout se tient, c'est-à-dire que la porte d'entrée est dans l'hippocampe, la synapse gyrus dentée CA3. Comme par hasard. Toutes les informations arrivent, donc on peut se dire, en fait, c'est l'encodage de l'information. Au final, c'est lié à l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire cette période de la mémorisation où on engrange de l'information et après, on peut la stocker. Mais du coup, moi, c'est juste un truc qui me fait un peu bugger, que je comprends pas trop. Ouais. C'est, pour moi, l'apprentissage est lié à la mémoire. Oui, voilà. Les Mais, deux sont. t'as l'air de les différencier quand même. Alors, je les différencie plutôt d'un point de vue chronologique. Ok. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est ce qui vient en premier. C'est-à-dire que pendant la période de l'apprentissage, il y a plein d'informations qui nous arrivent, mais elles ne sont pas toutes utiles. On va pas toutes les mémoriser. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, on va apprendre ce que nous dit l'environnement, comment on peut s'en servir, et ensuite, on va mémoriser ce qui nous a été utile. Donc, par Ok. exemple, pour une souris, qu'est-ce qui lui a été utile pour retrouver son chemin dans un labyrinthe? Peut-être pas avoir en mémoire quand tu es dans la cage, je sais pas. Machin est passé, voilà. il y avait la souris bidule à côté. Elle a entendu tel bruit et tout ça. Ça va pas rentrer dans. Peut-être ça sert à rien, quoi. Genre. Ouais. Parce Ok. qu'on s'en rend pas compte, mais on est bombardé d'un milliard d'informations. Oui. Déjà, il y a la pointe émergée de l'iceberg qui arrive à la conscience. Et dans Ouais. tout ce qui arrive à la conscience, il n'y a même pas tout qu'on va retenir. Ouais.
Donc vraiment, on retient quasiment rien. Quasi rien de ce qu'on Quasi vit. rien de ce qui se passe dans notre vie. Enfin, on trie, quoi. Genre les trucs ouais. qui servent à rien, on trie. On trie, de ouf. L'exemple qu'on m'avait donné comme ça, qui me rend toujours fou, bon, je crois que je le sors chaque fois qu'on parle de ça, mais c'est quand tu regardes à gauche et que tu remets ta tête droite, ton cerveau ne retient pas tout ce qui se passe entre le trajet quand il tourne la tête, parce que sinon il pèterait un câble. Ouais. Oui. Du coup, il comprend, j'étais à droite, maintenant je suis tout droit. Mais il a pas fait, là il y a des infos, là il y a une info, 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 il y a une Ah, info. Exactement. une info, il y a des milliers d'infos. Exactement. C'est ça. Bah, ça, c'est fou, mais ouais, le cerveau monte. Il fait du montage. Oui, Ouais. c'est ça, complètement. Et ça, en fait, on s'en rend compte. En fait, il fait ton métier. Mais tu sais que c'était dans un truc comme ça que j'avais appris. C'était un mec qui Ouais. parlait de montage et qui disait votre cerveau fait déjà du montage et tout. Je trouvais C'est ça ça. fantastique. Et en fait, on peut voir une sorte de, entre guillemets, de bug lié au montage. Par exemple, si on fait exprès, on regarde une montre avec une trotteuse, on regarde la trotteuse, on regarde d'ailleurs et on re-regarde la trotteuse. Et en fait, au moment où notre regard vient se porter à nouveau sur la trotteuse, on a l'impression que la seconde dure plus longtemps. Mais en fait, c'est pas qu'elle a duré plus longtemps, c'est simplement qu'il a analysé le fait qu'on avait bougé la tête, donc du coup, il y avait du temps qui s'était passé, mais qu'on a coupé. Du coup, on va re-augmenter du temps dans ce qu'il voit maintenant. Et donc, en fait, il y a une seconde qui dure plus qu'une seconde. Alors cerveau. que ça dure qu'une seule seconde, quoi. Putain. Donc là, et voilà. Donc en gros, on peut voir ces petites erreurs de montage là. Là, il y a là, il y a une erreur de montage du cerveau. J'adore la relativité du temps. C'est faux. Et donc ensuite, pour comprendre un peu, parce que là, du coup, on a parlé de la mutation du génome Ouais. qui conduit à la maladie. Mais dans Qui mon conduit- sujet, Alors, du coup, c'est la modification du génome qui conduit à l'absence de à cette la- protéine. voilà, exactement. Ok. On n'a pas encore parlé de la protéine Tout à fait. FMRP. Et là, c'est encore un. Faut s'accrocher. Bon, Allez. accrochons-nous alors. C'est parti. Mais normalement, vous avez C'est un premier guide. degré. Mais bon, là, normalement, vous avez un guide qui sait de quoi il parle. Donc, normalement, ça devrait bien se Comment passer. ça, normalement? Peut-être je vais pas pouvoir répondre à tout, mais sur le papier, Dans les grandes lignes, c'est ok. Ok, bah, Voilà. on est go alors. Et donc en fait, la protéine FMRP, c'est alors, je vais pas commencer par la protéine, je vais juste rappeler les bases génétiques. Vas-y. C'est-à-dire, on a de l'ADN, ok, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe après une fois qu'on a dit qu'on a de l'ADN? C'est-à-dire en fait, l'ADN, à quoi ça sert? Ça, c'est l'ADN. L'ADN, c'est. Non, l'ADN, c'est le truc en hémicycle. En hémicycle. Tu veux que je le fasse comme parlementaire. ça? Attendez, je vais retrouver. Voilà. C'est pas pas bien sinusoïdal, c'est. Une double hélice, quoi. Double Ouais. hélice. Bon, je cherchais, je trouvais pas le mot. C'était pas si compliqué pour le coup. En vrai, ça ressemble à ça dans un noyau. Ouais, je sais. Ouais. C'est le Et bordel. donc en fait, l'ADN, à quoi ça sert? Donc là, moi, souvent j'utilise une métaphore, un peu, enfin bon, qui est une métaphore. L'avantage d'être une métaphore, on va pas la, Chacun les siennes. Hein. Ici, tout le monde a un peu ses on va métaphores. pas la qualifier. Et donc du coup, c'est que l'ADN, pour moi, c'est une sorte de grande bibliothèque qui recueille plein de livres, Complet. mais qui sont des livres un peu spéciaux. C'est-à-dire, c'est des livres qui sont des modes d'emploi, en fait, des modes d'emploi pour construire des trucs. Oui, bah oui, à fond. C'est une super analogie. J'adore. Et ouais. Et je sais pas si elle est super, mais en tout cas, c'est une analogie. Donc, en gros, c'est pas des livres. C'est pas des livres qu'on lit, genre un roman. C'est pas sympa quoi à lire. C'est pas sympa. Et il y a que C'est un mode il y a d'emploi que Ikea. des ingénieurs qui lisent. Ouais, voilà, il y a que des ingénieurs d'IKEA qui lisent ces livres parce que c'est des livres de construction. Complet, On ouais. construit des trucs. Alors en fait, qu'est-ce qu'on construit? La base du vivant, c'est la protéine. En fait, on construit des protéines. Tout à fait. Avec certaines parties de l'ADN, plus ou moins, tu vas construire différentes protéines. Alors oui, en fait, un livre construit une protéine, en gros. Il Ok. y a des milliers de livres. Il y a des milliers de livres. On pourrait dire peut-être qu'un rayon, c'est un gène. Donc bon, là, on a vu que pour le gène FMR1, le rayon était très très petit, parce qu'il n'y a qu'un seul livre. Ouais, ouais. Mais parfois, il peut y avoir des, Ouais. mais parfois, il peut y avoir des rayons, c'est des kilomètres en fait. C'est des kilomètres de protéines, enfin de Qui mode se, d'emploi. qui se ressemblent, Ouais. de De protéines qui construction, sont à peu près pareilles, mais pas vraiment. Voilà. Pour être sûr que je me plante pas non plus dans ce que je suis en train d'imaginer, c'est avec la lecture des acides aminés que tu vas créer une protéine. Alors là, on va y arriver. Ok. Tu sautes des étapes. Ok, pardon, mais excuse-moi. j'adore ton envie de savoir. Donc, c'est incroyable. Ne change pas. Et donc, Merci. en gros, dans les livres, il y a un langage. En fait, c'est une suite de 4 lettres Voilà. qui sont des nucléotides. ATGC.
Exactement. Wow, c'est Let's go. incroyable. Là, je suis subjugué. Donc, au final, la base de ce langage-là, c'est pas les lettres en elles-mêmes, c'est leur succession. Comme dans le langage, c'est-à-dire Les mots, quoi. Nos 26 lettres n'ont pas vraiment, ne portent pas en elles une information. Non. Elles sont pas utiles. C'est simplement leur agencement qui va ensuite être utile. Ok. Parce que le code, c'est le code. Ok. Le code. C'est une ref à Kaamelott, mais pardon. Il n'y a pas de souci, ici on fait des refs à tout, on peut y aller. Ce sont l'âge des let's go depuis le début du podcast, donc bon, Ouais. c'est bon. Hein. Pardon, je vous ai coupé. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc ensuite dans la métaphore, donc là c'est là où ça va commencer un peu la métaphore chelou. Mais en gros, pour qu'on comprenne, dans ces livres, c'est des livres qui sont énormes. C'est des livres qui sont énormes. Ils peuvent faire des milliers de pages pour juste que tu construises un avion papier. Ouais. Donc en fait, si tu prends le livre en lui-même, il y a trop. Trop d'informations. Enfin, il y dedans. a trop d'informations. Enfin, genre le gars, il dit bah tu vois, bah là En fait, je me il suis t'explique réveillé. pourquoi il a construit le truc, comment est-ce Ouais. que. Je me suis réveillé, je prends un café, puis après je suis allé à Casino, j'ai pris ce truc-là, la référence de papier A4 pour imprimante lisse. Parce que si tu prends le rugueux, bon bref, j'ai Ouais, fait bah. des essais, c'est pas pareil. Enfin bref, et donc là du coup c'est un livre de 5000 pages qui te dit juste comment faire un avion papier en origami. Voilà. Donc là l'ingénieur qui lit ça, il se dit mais là, c'est pas Il est possible. fou. C'est pas possible. Donc lui il a besoin d'un ingénieur qui va non pas lui traduire le livre, mais lui transcrire. Donc là, on parle de l'étape de la transcription. C'est-à-dire que, au final, il va utiliser un langage qui est proche du langage d'avant, De la personne folle qui a écrit les 5000 pages. Ouais. mais qui va être beaucoup plus raccourci. Et au final, c'est un langage, on va dire, pour filer la métaphore, beaucoup plus algorithmique. C'est-à-dire que dans le livre qu'il y a dans le rayon, c'est littéraire. C'est-à-dire le gars, vraiment, il fait des phrases... La, la, la. C'est de cinq Dostoïevski, lignes. quoi. Il Ouais. fait des C'est phrases du de 5 Baudelaire, lignes. quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, le deuxième ingénieur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit un petit fascicule en langage algorithmique. C'est-à-dire, bah, juste, bah, là, tu prends la feuille, tu la plies, tu fais ça, tu fais le truc. Ouais. Gauche, droite, plié, rabat. Voilà. Voilà. Et là, il y a un deuxième ingénieur. Donc lui, son rôle, c'est de recevoir le tout petit fascicule. Et lui, là, il va vraiment traduire ce qui est écrit. Parce Ok. qu'il va changer le langage. C'est-à-dire, au lieu de prendre des lettres, pour faire une suite de lettres, bah, lui, il va prendre la feuille de papier et il va faire l'avion papier. Ok, ouais. Donc là, la protéine est faite. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une liste de nucléotides, etc. On utilise d'autres briques élémentaires de la vie, qui sont des acides aminés. On les agence parce que le petit fascicule, qui est du coup l'ARN messager Ouais. entre celui qui est dans la bibliothèque et qui envoie son ARN à l'autre là, qui a les matières premières pour fabriquer plein de trucs. Et ensuite, les protéines sont faites comme ça. Ok. Et là, on va sortir de la métaphore. Donc là, on a la métaphore de, voilà, on passe de l'ADN à des protéines. Mais ensuite, pour comprendre le rôle de la FMRP, parce qu'on n'y est toujours pas, Non. en gros, là, il faut sortir de la métaphore et aller en biologie. Ok. Donc là, on quitte la bibliothèque et on est à la paillasse et on se dit, oula, qu'est-ce qui se À passe la du coup, limite, si tu dans veux les lui parler, cellules. parle-lui avec des nombres. Il aime bien les nombres. J'aime bien les chiffres. J'aime bien les C'est un chiffres. matheux, tu vois. Genre. Alors, pour n itération de x. Et alors, du coup, en gros, ce qu'il y a, c'est que pour passer du langage de l'ADN au langage de l'ARN messager, il y a, on va dire, une grosse boîte qui va lire. Ouais, tout à fait. Qui va lire la suite, qui va couper les passages qu'elle n'aime pas. Qui sont chiants, qui ne sont servent à rien. inutiles, qui servent à rien du tout. Le mec qui a raconté sa vie et tout. Voilà, c'est ça. Non, Ouais, non, couper, non, ouais. tu plies comment ta feuille là. Arrête de nous expliquer. Ce que T'as t'as mangé pris ce le matin. café arabica, je sais pas quoi. Non, non, arrête. Arrête. Je t'en supplie, quoi. Et donc lui, il coupe, il fait ses trucs, etc. Il change des petites lettres, il utilise juste un autre alphabet, mais très très proche de l'alphabet d'avant. Et pour que ce soit efficace, il n'y a pas juste ce lecteur, en fait. Il n'y a pas juste ce lecteur qui va screener la suite de nucléotides. Il va avoir plein de trucs qui vont l'aider, qui vont se fixer, etc. Et qui vont transformer de l'ADN en ARN. Mhm. Et en fait, c'est pareil pour de l'ARN messager vers de la protéine. Donc, il y a Ok. des trucs qui vont s'associer à ce qu'on appelle le ribosome. Donc, le ribosome, lui, il lit Mais oui, c'est ça. le petit fascicule, il lit C'est l'ARN messager. l'ingénieur 2. Voilà. Est-ce que c'est le truc qui marche sur l'ADN comme ça, là
Alors, Ouais, je pense ça- J'avais vu une ça sent ce représentation. alors ça, c'est l'ARN polymérase. Ah, ok. Parce que là, on est sur de l'ARN messager. Là, on n'est pas sur de l'ADN. Mais en gros, ça fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire, il y a une grosse sous-unité au-dessus, une petite sous-unité en dessous. Oui, ouais. Et les Comme deux, ça, quoi. Ils le lisent, ouais. elles prennent en sandwich Hmm. l'ARN et elles traversent tout l'ARN. Ok, ouais. Et pour chaque patate. suite, pour chaque suite de petites lettres, ça, boum, on a besoin de tel acide aminé. Donc on va le mettre là, lui, on va le mettre là, lui, on va le mettre là, etc. Et on fait une suite d'acides aminés. Et ça, c'est un peptide. Ça, c'est un peptide. C'est un peptide. Ouais. Ok. C'est un collier de perles. Voilà. Mais parce que là, il y a la biologie est trop complexe. Il y a encore des étapes pour arriver à la protéine. Ouais. Donc là, c'est la version peptide. Là, Mais disons que c'est ton enfant qui a assemblé des coquillettes, qui a fait un collier de nouilles, Ouais. tu vois. ouais, C'est pas très joli, on peut pas en faire grand chose. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, C'est ça. un début dans l'art, voilà. Il Voilà, commence à faire c'est ça. un début. C'est Ouais. le début du collier de perles, mais C'est ça. il sera pas vendu chez Guerlain, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et, Ok. et en gros, ce qui se passe, c'est que l'AFMRP Ouais. se fixe au ribosome. Ok. Et en fait, elle aide le ribosome à bien lire, à pas faire d'erreur de lecture. En gros, elle va un peu le Ok. stabiliser pour pas qu'il lise trop vite. Parce qu'en fait, s'il lit trop vite, le ribosome il a tendance à skipper des passages. Ouais. Sauf qu'en fait, skipper un passage de l'ADN, ça va, enfin, c'est pas trop un problème. Parce que des Parce fois, qu'il la raconte plupart sa du vie. temps, ouais, la plupart du temps, c'est ok. Mais skipper le passage de l'ARN messager, quand vraiment c'est ultra algorithmique, qu'on te dit exactement chaque étape, ce qu'il faut que tu fasses et que chaque étape est importante, et que chaque mot a été raccourci pour être hyper optimisé, Ouais. Ouais. bah là, tu skippes ta protéine, enfin, ton peptide, il ressemble plus à rien. Tu crées pas la bonne, Ouais. la Ouais. bonne peptide, du coup. Voilà. Ok, Donc ouais. là, la FMRP, en fait, elle l'aide à se fixer à. T'as fait des gâteaux, t'as oublié la farine, quoi. Bon, voilà. Exactement. J'ai pas mis farine, j'ai pas mis 2. Bon, bah, C'est ok. Non, mais c'était pas marqué. Bah, Du si, sucre, c'était marqué, mais Tu c'est l'as juste pas lu. pas lu. Et donc, en fait, elle se fixe et ça permet à ce que le ribosome lise tranquillement, Ok. soit plus efficace, etc. Et qu'il y ait moins d'erreurs. Et que en plus, la FMRP fait autre chose. C'est qu'elle va rajouter un peu des petits éléments dans la chaîne d'acides aminés pour qu'aussi le peptide soit stabilisé. Parce que Ça, c'est ta maman qui t'aide, tu vois, quand tu mets les perles. ouais, voilà, elle te dit des petits mots, genre, non mais stresse pas, t'inquiète, tout se passe bien. Des fois, elle enfile les nouilles à ta place un peu. Genre, c'est bon. Elle remet parce que t'as cassé. Bon, attends, Elle rattrape les bêtises. Ok. Parce fais-le que, mieux. parce que ton peptide, il va vivre plein d'aventures. Avant d'être protéine, avant d'être, C'est une communauté, les protéines, si tu veux. ouais, avant de vraiment pouvoir faire sa fonction, enfin ce pourquoi il a été designé par tous ces livres dans la grande bibliothèque, il va passer par énormément de choses, donc il a besoin d'être stable, sinon il va juste pas arriver au bout du processus, quoi. Ok. Et donc la FMRP, en fait, elle sert à ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en absence de FMRP, ce qu'on pourrait se dire, bah ok, j'enlève la FMRP, bah je vais avoir plein de protéines pas tip top Ouais. qui vont être dégradées en fait. On va reprendre les acides aminés, mais pour en faire des vraies protéines, c'est-à-dire on perd rien. C'est-à-dire Ouais. si on a des protéines qui sont pas viables, on va juste les découper et reprendre les briques élémentaires et on va en refaire d'autres. Donc on aurait moins, il y aurait une sous-expression de certaines protéines du coup, voire de toutes les protéines. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que dans l'absence de FMRP, on va avoir parfois moins certaines protéines, Mhm. mais parfois plus. On va surexprimer aussi d'autres protéines. Ok. Voilà. Genre, ça sert un peu de régulation au taux de protéines qu'elle est censée faire de certains types de protéines, Ouais. potentiellement. Ouais, potentiellement c'est ça. Et donc, du coup, ma thèse. Ouais. Du coup, elle est où Parce que- cette protéine? Alors, Ça, en c'est- fait, du elle coup, est dans toutes oui, les elle est cellules. dans toutes les cellules, Parce mais que- du coup, toi, tu t'intéresses à celle présynaptique. Alors, du coup, là, ce qui est bien, c'est que cette protéine, vu qu'elle se fixe à plein d'ARN messagers, Mhm. bah, potentiellement, elle peut avoir un rôle dans l'expression de plein de protéines. Ok. Mm. Et effectivement, il y a des milliers et des milliers de protéines qui sont régulées par la FMRP. Mhm. Donc ensuite, bah, on se dit, bah, c'est quoi la cible de la FMRP, quels sont les ARN messagers cibles Oui. de la FMRP qui codent pour telle et telle protéine. Et donc, du coup, après, on regarde un peu où c'est que ça se passe. Et moi, vu que je suis rentré dans un laboratoire qui s'intéresse justement à la présynapse,
on a essayé de regarder quelles étaient les cibles de protéines présynaptiques de la FMRP. Ok. Et ensuite, on a essayé donc là, c'est ma thèse, c'est d'essayer de cibler certaines protéines plus ou moins potentiellement intéressantes. Et dans les protéines intéressantes, il y a notamment une enzyme. Une enzyme qui dégrade. Parce que le propre de l'enzyme, c'est de dégrader des trucs. Plein de trucs. Donc, ça peut être des nutriments dans l'estomac, etc. Et il y a une enzyme qui dégrade l'AMP cyclique. Waouh, qu'est-ce donc? L'AMP cyclique. Ouais, l'AMP cyclique. Alors en fait, bienvenue en biologie. Alors c'est là plus loin MP cyclique non, ou c'est L apostrophe. Ok. Ouais. Mais ensuite, c'est mais en fait, c'est très simple si MPC, si au lieu de prendre juste l'anagramme, enfin pas l'anagramme, mais si on prend juste les initiales, mais si on explique ce que c'est, Ouais. au final, c'est très simple. C'est-à-dire, l'AMP cyclique, c'est adénosine monophosphate cyclique. Et il y a une autre adénosine ultra connue qui. Triphosphate. Exactement, l'adénosine triphosphate. L'ATP. L'ATP, C'est l'énergie de ta cellule. L'énergie de la cellule. Arrêtez de me regarder comme si c'était hyper évident là-haut. C'est hyper vexant. En gros, t'as une pile dans la cellule. T'as une centrale, on va dire, une centrale énergétique. Et en gros, ce qui est le substrat de ça, c'est l'ATP. Donc en gros, la mitochondrie, c'est l'usine. Ouais. C'est l'usine énergétique de ta cellule. Okay. Et le substrat énergétique, c'est l'ATP. Ok. Donc, couper de l'ATP, c'est... Voilà, c'est enlever le charbon, c'est enlever le gaz. C'est enlever l'électricité, c'est enlever tout ce qui te fait voilà, c'est ça. Ok. Et donc, il y a l'adénylate cyclase qui transforme l'ATP en AMP cyclique. Ok. Voilà. Donc ça, c'est à la base d'énormément... C'est à la base de tellement de choses dans la cellule, c'est assez fou. Okay. Plein de voies de signalisation métabolique cellulaire ont comme substrat en début de chaîne l'AMP cyclique. Okay. Et notamment dans le cerveau, il y a énormément de choses qui peuvent permettre de synthétiser de l'AMP cyclique, et notamment par exemple des neurotransmetteurs. Donc, parce qu'il y a des neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs qui peuvent être couplés à des enzymes. Et cette enzyme va faire de l'AMP cyclique. Cette enzyme va faire de l'AMP cyclique. Ok. Et donc voilà. Donc c'est une manière d'utiliser, pour la cellule, d'utiliser plein de ressources métaboliques, etc. Et en fait, on peut dégrader l'AMP cyclique par ce qu'on appelle une enzyme, du coup, phosphodestérase. Ok. Et une des cibles de la FMRP, c'est une phosphodestérase qui est présente quasiment exclusivement. Je dis quasiment exclusivement parce que voilà, peut-être dans quelques années, il y aura un gars qui va me dire ouais, non. Mais en tout cas, pour ma thèse, l'hypothèse, c'est que c'est une enzyme qui dégrade l'AMP cyclique que dans le compartiment présynaptique. Ok, très bien, mais ça veut dire quoi? Parce que là, regarde sa tête, là, il est là, genre. Allons plus loin. Oui. Allons plus loin. Parce que justement, l'AMP cyclique, dans le compartiment présynaptique, va avoir énormément de rôles, et notamment un rôle lié à la neurotransmission, c'est-à-dire au relargage. L'envoi, du coup, des neurotransmetteurs. Okay. Donc là, on boucle la boucle, c'est-à-dire que l'absence de FMRP va surexprimer la phosphodestérase dans le compartiment présynaptique. Il y aura moins d'AMP cyclique. Parce qu'elle va être dégradée parce que ça va être dégradé. Mm-hmm. Et la dégradation de l'AMP cyclique va faire qu'il y aura moins d'envoi de... Voilà, il y aura moins de neurotransmetteurs qui vont être envoyés. Et donc, potentiellement, et de façon assez cruciale, à cette synapse-là, dans l'hippocampe, qui est responsable de l'encodage de l'information et potentiellement de la manière d'apprendre, que potentiellement, faire qu'il y ait moins d'AMP cyclique dans les neurones du gyrus denté va peut-être impacter l'apprentissage et la mémoire. Okay. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on parle de retard plutôt mentaux, du coup, sur les maladies que ça va engendrer. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui va fonctionner plus lentement. Plus lentement. Moins bien, du coup. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans le retard mental, et notamment ce qu'on appelle déficience intellectuelle. Alors, pourquoi je dis ce qu'on appelle chez l'homme, etc. Parce que le seul test
qu'on utilise en clinique humaine pour parler de déficience intellectuelle, c'est le QI. Sauf Le- que c'est le QI. Le QI. Ok. Ouais. Pardon, Le excuse-moi. quotient intellectuel, le QI. Donc, j'ai compris le QI. J'étais en mode. Oui, voilà, non, mais je l'ai mal prononcé. Merci de le faire Je suis en remarquer. mode, c'est quoi ce truc japonais C'est quoi encore là? Japonais. Je suis japonais, je suis le fils du soleil levant. Sauf que moi. T'es traumatisé par les neurosciences, c'est japonais, c'est sûr. et sauf que bah, moi, j'utilise des souris. Bah oui. J'utilise un modèle. J'utilise pas trop le test de QI du coup les souris. Voilà, donc on peut pas vraiment parler de déficience intellectuelle. Ok. Par contre, on peut parler de troubles de l'apprentissage. Oui. Ouais. On peut compris. observer une souris qui a du mal à apprendre. Ouais. Donc c'est pour ça que Tu je lui parle faire faire préférentiellement. 60 000 fois le même truc et Ouais. retiens Voilà. rien. Donc c'est pour ça que je parle préférentiellement moi de troubles de l'apprentissage, et dans le sens où bah je peux employer ce terme dans mon travail, mais parler de déficience intellectuelle, du Oui. coup, c'est un peu plus compliqué. Et donc vu que ce gène éphémérin est sur le chromosome X, Ouais. bah, dès la fécondation, en fait, dès la rencontre des gamètes, la mutation est présente. Donc dans toutes les cellules de l'organisme, Tu auras cette de mutation. patients qui sont atteints de cette maladie, il n'y aura pas de FMRP. Ok. Et donc, du coup, ça va entraîner Ouais. l'absence le plus mauvais relargage dans cette zone du cerveau, mais ça peut avoir d'autres conséquences dans d'autres cellules qui l'utilisent pour autre chose. Ouais, mais alors du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que au début, quand j'expliquais un peu les deux sphères de symptômes de la maladie, c'était des sphères purement cognitives. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de FMRP dans aucune cellule du corps, et les désordres, Ils sont que de cet ordre-là, bah, ils sont majoritairement cognitifs. cognitifs. Ouais, majoritairement. Alors, Mm. bien évidemment, il y a aussi d'autres choses. Donc, notamment des troubles aussi, parfois musculaires. Alors là, on parle d'un fragilisme, mais différent, Mhm. avec des troubles musculaires, etc. Et aussi, donc, ça touche le chromosome X. Quand on est un homme, on a XY. On n'a Ouais. qu'une seule version du chromosome X. Du coup, ça va moins toucher les hommes que les femmes. Plus. Et bah plus du coup. Plus Parce que La eux, ils n'ont mutation, pas elle était de. sur un chromosome. Ouais. Et nous, on peut compenser. Et tu peux compenser parce que le Voilà. chromosome n'est pas atteint. Ok. Exactement. Donc au final, quand on est un petit garçon, et Ouais. qu'on porte la mutation, on va avoir 100% du trouble. Donc là, il n'y a pas vraiment. Pour les garçons, il n'y a pas vraiment de spectre. Ouais. Alors C'est que oui chez ou les non, filles, quoi, tu c'est- peux Alors que avoir, chez ouais. les filles, ouais, on parle surtout de mosaïque. C'est-à-dire c'est un mosaïcisme génétique. Voilà, donc on imagine un damier. Donc là, on voit, voilà, il y a. De temps en temps, ça compense, et puis plus ou Ouais. moins, et ça dépend. C'est ça. Donc soit elles vont avoir 100% de la... Enfin, elles vont être atteintes à 100% d'un trouble, mais pas d'un autre. Soit un peu de partout, etc. Super. Mais vous, c'est 100%, 100%. Il n'y a pas de 100%, feinte. 100%. Ouais. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, enfin ce dont on s'est rendu compte, c'est que, alors ça n'a rien à voir avec la trisomie, etc., mais qu'il y a un faciès pour les petits garçons atteints de Fragile X qui semble un peu particulier quand même. Caractéristique. Caractéristique. Ok. Alors bon, caractéristique, il y a quand même s'il n'y a pas de test génétique, il y a quand même un problème de diagnostic de cette maladie. Donc, c'est peut-être pas si caractéristique que ça. Ouais. C'est-à-dire que si tu le sais et que tu vois une sorte de petit pattern dans le visage, du coup, tu te dis, ah bah ok, et ce pattern-là est caractéristique, mais en clinique Oui. neurologique ou psychiatrique, tu vois plein de patients arriver, c'est pas aussi marquant que si tu vois une tête d'une personne atteinte par exemple de trisomie, où là il y a un désordre somatique très très élevé, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que c'est compris? Moi, La j'ai thèse. compris. Je pense avoir compris. On a Ouais. mis beaucoup de mots, mais je pense qu'en résumé, je devrais à peu près. Enfin, je crois. Ouais, je vais encore m'avancer, je vais encore planter, donc je vais pas en dire plus. Ah Ok. non, mais tu fais des très très bons résumés, ne t'inquiète pas. Ah bah, c'est très gentil. Mais t'avais une question, peut-être, toi, Laura? Oui, qu'est-ce que tu utilises comme méthode? Qu'est-ce que tu. Ouais. Ta journée, elle ressemble à quoi? Alors ma journée est assez simple. J'arrive au labo, J'arrive au labo et je fais ce qui s'appelle du patch. Du patch. Oui. Du patch. il fait pip, hop, Ouais, et il alors ça enregistre. c'est la même méthode que Juan, par exemple. Ok. Il attrape la cellule, il fait puf, et il récupère l'activité électrique. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, en fait, le patch, c'est dans tout le royaume de la méthodologie qu'on appelle l'électrophysiologie. Ouais. Donc, électrophysiologie, c'est basiquement, La mesure de signaux électriques. voilà. Alors, ouais.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, non, mais alors, en fait, je sais pas si je m'avance là-dedans ou pas. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, et donc du coup, voilà, je sais que toi, tu as un esprit assez mathématique, Ouais. etc. Peut-être traitement du signal aussi avec la musique. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Parce qu'en fait, ce qui est vachement intéressant avec l'électrophysiologie, c'est que on parle, enfin, on utilise le terme électrique, électro, électricité. Et en fait, c'est à la fois l'analogie qui nous permet de comprendre ce qui se passe, et à la fois ce qui nous permet de mesurer ce qui se passe. C'est-à-dire, alors là, je vais expliquer. C'est-à-dire que dans une cellule, on va avoir que des ions, donc c'est-à-dire des molécules chargées, négativement ou positivement, qui vont s'échanger entre l'environnement extracellulaire de la cellule et l'environnement intracellulaire de la cellule. Et en fait, c'est ces échanges de charges qui vont créer cette décharge. Ouais. Okay. Donc en fait, on a d'abord employé, pour comprendre ce qui se passe, l'analogie électrique, où on voit la membrane comme une capacitance, plein de choses, plein de choses comme ça. Donc à la fois, ça nous a permis de comprendre un peu ce qui se passe entre guillemets électriquement, et on utilise des outils. On utilise des électrodes, on utilise des oscilloscopes, etc. Bon, là, c'est dans l'ordinateur, mais à l'époque, c'était des vrais oscilloscopes, etc. C'est-à-dire une mesure du courant électrique qui nous permet, au final, de comprendre ce qui se passe au niveau de la cellule. Donc, c'est à la fois l'analogie et aussi la méthode en elle-même. On utilise des oscilloscopes, des électrodes, comme si on veut savoir si une pile est suffisamment chargée ou pas, quoi. Alors que c'est une cellule. Et que c'est des ions. Et que c'est pas des électrons, etc. Donc au final, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on enregistre, c'est un signal électrique, mais qui a du sens, qui a un sens physiologique, biologique. C'est pas juste des électrons. L'électrophysiologie, quoi. Ok. Voilà. Mais c'est vachement intéressant. Enfin, je trouve que, je sais pas si c'est hyper clair, mais en tout cas... Moi, c'est clair, mais moi, je... Non, mais c'est le cerveau, ce sera jamais hyper clair, mais c'est à peu près clair. Et donc, en fait, pour comprendre... qu'est-ce que le patch clamp? En fait, ce qui se passe, c'est que un neurone a une membrane. On va pas rentrer dans les détails, bref, la membrane est chargée, etc. Et puis, certes. Mais l'objectif quand même du patch, c'est de casser la membrane pour comprendre tous les échanges ioniques qui se passent partout à la surface de toute la membrane. Donc, on a une toute petite pipette en verre qu'on étire nous-mêmes. Oui. Mais non, mais c'est vraiment fou, mais oui. tout se fait à l'ancienne. Oui. C'est quand même dingue. Et t'en casses une quantité. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que c'est une des rares méthodes, vraiment, on a l'impression... c'est archaïque. C'est archaïque tout en étant... T'as un mini tube de verre, tu le fais fondre et il fait... Et tu fais une pipette. Ah, putain, oui, c'est ce qu'il nous disait la dernière fois. Après, on le casse avec une certaine température, etc. On sait que l'embout a une certaine résistance, etc., etc. Et en fait, l'objectif, c'est de coller la pipette à la membrane d'un neurone. Ouais. Donc là, on va faire une légère aspiration. Alors moi, je fais tout à la bouche, mais ça, c'est quand même fou aussi. C'est-à-dire qu'on aspire à la bouche. Oui. Enfin, c'est quand même dingue de se dire... T'aspires ton truc, là Oui. Ouais. J'avais oublié qu'on faisait ça, mais ça doit avoir un goût dégueulasse quand on chie. Ah non, mais incroyable. Mais vous bouffez des cerveaux, non mais vous êtes vraiment tarés. Non mais alors par contre, il y a rien qui rentre dans notre bouche. Non mais t'as pas vu la tête de la pipette en fait. Etc. Si t'es vraiment crade, ton embout peut avoir plein de salive, certes, mais tu n'avales pas du cytoplasme. Je te rassure. Ça se dévie. T'as un système qui te l'envoie ailleurs. Ah non, mais c'est que c'est. Mais jamais ça remonte toute la pipette. Tu te rends pas compte de la résistance du truc. Ah. Ouais, faudrait tirer, faudrait pomper sérieusement quoi. Ouais, et puis aussi en termes de volume, oui, là on est sur une micro goutte quoi. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est plus le volume moi qui fait ça. OK. Et donc ensuite on a un micro-manipulateur, on est vraiment sur de l'ordre du micromètre, on bouge les trucs de l'ordre du micromètre, etc. Donc, c'est assez laborieux quand même, surtout au début. Oui. On fait tout, on a un microscope au ras de la pipette. Ouais. C'est-à-dire que... C'est que t'es là avec ton microscope, tu tournes tes petits machins là. Un petit peu trop ta plaquette, tu pètes le truc. Exactement.
Tu sais, t'as pas la bonne vision, tu t'étais mal calé sur ton microscope et en fait, tu te rends compte que t'étais pas en face et là, t'éclates ta pipette dans ta cellule, t'es là, bon, allez, super, on recommence. Ouais, Et tu c'est-à-dire. recommences tout à zéro, tu ressors la pipette, tu retrouves un endroit, tu remets le truc. Let's go aspirer du cerveau là. Donc là, c'est vraiment de la minutie extrême, quoi. C'est C'est vraiment ça. de la minutie extrême. On colle la pipette, ensuite, on utilise une deuxième aspiration pour casser la partie de la membrane sous la pipette. Et là, en fait, on a un trou sous la pipette. Et du coup, ce que la pipette enregistre, on est d'accord que le verre, ça isole. Donc, au final, c'est comme si les deux parois en verre de la membrane, de l'électrode en verre, étaient la continuité en fait de la membrane. Ok. Donc là, l'électrode qui est dans ce capillaire de verre enregistre tous les courants ioniques qui se passent sur toute la membrane de la cellule. Ok. Donc on peut enregistrer comme ça des potentiels d'action qui passent à côté de la pipette là, qui ont lieu sur la membrane en fait, avec les échanges d'ions à travers la membrane, des courants postsynaptiques, etc., canaux. etc. Il y a des petits canaux. On enregistre tous les échanges à travers les récepteurs et les canaux ioniques d'un neurone. Donc on enregistre en fait une activité neuronale ou une activité synaptique. Genre tu mets un micro dans la rue et tu vois ce qui se passe, quoi. Ouais, bah complètement. Ouais. Ok. Donc là c'est ça ma méthode principale. Après j'aurais peut-être une autre méthode aussi, c'est une méthode d'imagerie, donc, du biphoton. Donc la biphoton, on explique un peu ou pas? Oui. Ouais, carrément. C'est quoi? Tu mets deux photos. Alors biphoton, alors oui, alors c'est un peu particulier, mais en gros, la fluorescence, pour que un corps fluorescent fluoresce, on lui donne de l'énergie, il la retransmet. Donc on l'active et lui après il envoie le but d'un corps fluorescent, c'est d'envoyer des photons, quoi. Ouais, complet. Dans une certaine longueur d'onde. Et il est fait pour n'envoyer, si on lui donne suffisamment d'énergie, il n'enverra que des photons dans cette longueur d'onde là spécifique. Bon, donc on utilise des lasers en microscopie assez puissants. Donc ce qui peut arriver, c'est que on va avoir des protéines qui expriment ça de partout. On leur envoie masse d'énergie. Et en fait, ce qu'elle nous renvoie, c'est plein de photons. Mais donc, du coup, on ne sait pas où machin. Là, T'as tout marqué, là. On est en plein soleil, on essaie de faire une photo, quoi. Donc, on n'y arrive pas. Trop d'informations. Ok, ouais. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut se dire, pour tel niveau d'énergie, la protéine va envoyer son photon. Donc, si on utilise deux lasers avec deux longueurs d'onde qui, à elles deux, vont donner suffisamment d'énergie au fluorophore pour qu'il relargue son photon, que les deux lasers sont hyper précis, etc. En fait, à l'endroit où les deux lasers vont se rejoindre, il va y avoir que ces protéines-là qui auront suffisamment d'énergie pour émettre leur photon. Du coup, là, on est hyper précis en termes spatial. Ok. Et aussi en termes de temps. Parce que là, on est sur des lasers pulsés femtosecondes, c'est-à-dire qu'ils envoient femtosecondes. Ouais, femtosecondes. Ah oui. Des lasers pulsés femtosecondes. Donc là, au final, on a un flux de lumière extrêmement rapide. Donc du coup, on a à la fois une bonne, on est à la fois bon au niveau spatial, parce que là, il n'y a que à l'endroit où les deux faisceaux se rejoignent que ces protéines-là ont suffisamment d'énergie pour être fluorescentes. Donc nous, on ne voit que ce qui est fluorescent. Donc là, du coup, on peut comme ça. Au lieu d'allumer tout le truc, t'allumes que celle où ça se rencontre exactement au bon endroit. Ok, ouais. Donc si t'as qu'un seul laser qui touche, t'as pas de lumière. C'est ça. Et en plus, on est sur des lasers, donc, comme je disais, des lasers pulsés femtosecondes. Donc, final, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que. Ça envoie un photon tous les 1 femtosecondes. Exactement. Et en fait, ça sert à. C'est quoi? C'est C'est 10 10 puissance moins 12 ou moins 15 déjà? Non, c'est moins 15, je crois. 15, C'est je crois. Pico. C'est Pico le 12. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et c'est exactement ça. J'ai un bon point en maths. Donc c'est un 0 avec 14 autres 0 et un 1. Voilà, ça c'est la vitesse. Ouais. Mais c'est pas continu. C'est pulsé. Ok, c'est pulsé. C'est pulsé. Et donc, en fait, ça va beaucoup moins détériorer le tissu biologique. Ouais.
Le laser, ça bleach tout. Du coup, c'est beaucoup moins cytotoxique, ce qu'on appelle cytotoxique, c'est-à-dire toxique pour les cellules, cytocellules en grec. Donc c'est beaucoup moins toxique pour les cellules. Donc là, on va avoir une tranche de cerveau, même en lui envoyant plein de lasers dans la figure, qui va tenir le choc. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est patcher en même temps que d'enregistrer ces signaux biphotoniques. Bah, écoute, Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. De toute façon, c'est pas toxique. Alors, et donc voilà, et donc vu que elle c'est va pas bien la toxique, cellule. génial. Bah alors vas-y, fais ça, Simon. Donc voilà. Donc ça va être une complémentaire de. Ouais. Ça va être pratique, simple à faire. À mettre Ah en oui, ça va place. être génial. Comme Ce truc bien ça, compliqué là. Si le patch marche mais que le biphoton ne marche pas, c'est foutu. Et tu recommences à zéro. C'est super. Mais du coup, sur ta technique là, du biphoton, est-ce qu'il te faut 2 fois la même longueur d'onde ou il te faut 2 lasers avec 2 longueurs d'onde différentes pour que ça fonctionne? C'est une bonne question, ça, dis donc. Bah oui. Alors là, tu me poses un truc. Bah, alors, en fait, mathématiquement, je pense que c'est possible. Ouais. Dans le sens où on se dit, bon, bah voilà, si on fait la somme de tel, etc. Alors, à traduire quand même en quantum d'énergie, quand même. C'est-à-dire que la longueur d'onde, on sait qu'elle aura une certaine énergie, donc on va aller activer ce fluorophore avec telle énergie. Ouais, mais par contre, ce qu'il faut avoir en tête, donc c'est plus logique d'utiliser 2 fois le même laser, en fait. Bah, Comme ça, t'es sûr que t'as le même quantum et que t'as ce qu'il te faut en termes d'énergie. Ouais, mais aussi, le truc qu'il faut se dire, c'est que le fluorophore que va émettre... Enfin, non. Le photon que va émettre le fluorophore a lui aussi une certaine longueur d'onde. Donc au final, si on utilise un laser qui nous empêche d'aller capter le fluorophore qui est émis parce qu'au final, on stimule avec la même longueur d'onde, bah, du coup, on réfléchit plutôt comme ça. C'est-à-dire, on veut que les faisceaux d'émission ne se croisent pas en termes de... Bon, c'est une gaussienne, hein, les longueurs d'onde. C'est jamais, on n'est jamais dans une pureté incroyable. Mais ce qu'on veut, c'est que la distribution soit bimodale, qu'on ait un mode, ce soit l'émission, et un mode réception. Ok. Voilà. Et donc, du coup, normalement, avec ces choses-là, le biphoton, ça marche. Ok. Sur le papier. Après, est-ce que l'expérience sera belle? Ça, c'est... Ok. Et du coup, ton hypothèse, c'est que typiquement, dans ces cellules, tu vas avoir un changement au niveau de l'activité et que ça serait dû au fait qu'il n'y ait pas l'activité de FRMP. Alors, lié à la MP cyclique. C'est-à-dire que les mécanismes liés à la MP cyclique seraient endommagés. Endommagés parce que l'autre n'est pas là et que ça a rendu une trop grande dégradation de... Exactement. Donc au final, du coup, dans cette technique biphoton, ce que je vais enregistrer, c'est les dynamiques à la MP cyclique. Et essayer de corréler ça avec l'activité neuronale. Et essayer de voir, effectivement, quand le neurone s'active, j'ai des vagues d'AMP cyclique qui vont être beaucoup moins fortes que, par exemple, une souris qui, elle, a de la FMRP. Donc on va essayer de comparer. Donc voilà, donc en gros, ça va permettre d'avoir les deux informations en même temps. C'est-à-dire à la fois... l'activité du neurone. L'activité synaptique qui va être altérée et en même temps corrélée avec l'AMP cyclique. La présence de cette molécule qui est censée normalement servir à l'activité électrique. Exactement. Et là, tu as pu commencer tes N Ouais. J'ai commencé. Tu farmes pour avoir un nombre suffisant de cellules et de trucs. Ouais. C'est une technique où voilà, faut charbonner quoi. J'imagine. Ça dure combien de temps une expérimentation? Genre si tu veux faire un enregistrement bien pour un n égale 1. Alors n égale 1, on peut le voir de différentes manières. L'animal ou le nombre de cellules. Et on espère que quand même avec un animal sacrifié, on a plus qu'une cellule à la fin de la journée. Mais bon, parfois ça peut être compliqué. Mais avec un animal, ça dure une journée. C'est-à-dire on fait une dissection le matin, on a nos tranches de cerveau. Le midi. À peu près. C'est ça, à peu près. On prie que ça soit bien. Parce que la découpe, des fois, bon, voilà. Et ensuite, l'après-midi, on patch. Alors, en théorie, ça c'est de la théorie, hein, parce que ça dépend de plein de choses. Mais en théorie, on peut garder une tranche viable 6 heures. Ok.
Plus aléa climatique. Ça reste, ouais, voilà, c'est ça. S'il neige. Ta solution quand elle est pas terrible, bof. Il y a des jours Ouais, la voilà. haute, pas terrible, bof. C'est ça, il y Voilà. a des jours, on se fait pourquoi, mais Mais l'osmomètre marche pas, et donc du coup, on va à l'aveugle. Sauf que l'osmolarité, c'est lié. Bon, je veux pas rentrer en détail, mais Oui. en gros, l'osmolarité d'une cellule, en gros, est-ce que la cellule, elle va imploser ou exploser? c'est Donc ça. c'est quand même un paramètre vachement important Ouais. quand on veut maintenir des cellules. tranches. Ouais. Surtout quand tu veux patcher des cellules, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'elle va éclater quand je vais la toucher? Oui. Oui, Oui, elle va éclater. Ah, super. exactement. Et Mais donc en fait, tout ça, ouais, ça va être juste pour savoir si la chose que tu étudies fonctionne au début de ton hippocampe. Enfin, si toute ta théorie fonctionne au début de l'hippocampe, et si du coup c'est pas le cas, il faut tenter tous tes travaux sur tout le reste après de l'hippocampe pour trouver la synapse du coup qui va causer Ouais. ce souci-là. alors après, on peut le voir de deux façons différentes. C'est-à-dire Ok. que on peut voir ça comme ça, Mhm. mais on peut aussi se dire FMRP, ça va cibler des milliers de protéines potentielles. Ouais, Mhm. complet. Donc cherchons la protéine impliquée à cette synapse-là. Ok. Ok. Oui, Donc, au tu peux lieu- rester sur la ouais. même synapse, Et juste changer la CA3, cible, Ouais, on peut rester sur la même cible, mais sachant que Fragilix, ah oui, quelque chose que j'ai pas dit dans les Ouais. méthodes, c'est que vu que c'est lié à un chromosome sexuel, Mhm. une méthode très simple pour avoir un modèle Fragilix, bah en fait on mute le chromosome X entre guillemets, enfin l'analogie de la souris chromosome X. Mhm. Et comme ça, on a des chaos, c'est-à-dire un individu souris dans lequel il n'y a pas la FMRP depuis sa naissance. Ouais. Ça, c'est une méthode. Sauf que là, il n'y aura pas de FMRP de partout. Mm. Or, Ok. un neurone, maintenant, on est très très loin de la vision, ok, un input, un neurone, mais en fait, un neurone reçoit énormément d'input de plein de D'informations, régions cérébrales différentes, en fait. Oui, puisque c'est tout comme en 3D déjà, le cerveau. Ouais. Donc, ouais. Donc potentiellement, un neurone de CA3 va pas recevoir que des informations du gyrus denté. Bah oui. Il peut recevoir des informations vraiment de partout. Or moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la synapse gyrus denté CA3. Et donc je fais ce qui s'appelle un KO. Donc KO, c'est pour dire knockout. Donc c'est juste, il n'y a pas de protéines. Ok. Voilà, c'est un terme chelou, mais il n'y a pas de protéines. Knockout. Ok. Voilà, c'est un terme de boxe. Je sais pas pourquoi ils ont employé ce terme-là. mais- Je te fais des dessins pour que tu comprennes. Ouais, ça m'aide beaucoup en vrai. Ah ouais. Et en fait, moi, j'utilise des souris dans lesquelles le gène éphémérin a été modifié. Ok. Et on peut, en injectant une enzyme, faire en sorte que l'enzyme va découper ce gène-là en particulier. Donc moi, ce que Donc j'ai tu peux cibler les cellules. cibler les cellules en mettant un promoteur, donc une région promotrice qui va coder justement pour cette enzyme. Donc en fait, c'est juste une étiquette en fait. C'est juste une étiquette, c'est-à-dire on colle l'étiquette, on colle une étiquette, on dit bah voilà, gyrus denté. Donc tu ne vas t'exprimer, tu me dis à cette enzyme, tu ne t'exprimeras que dans le gyrus denté. Donc moi j'injecte ça dans le gyrus denté, et donc potentiellement les cellules vont, vu que dans toutes les cellules, il va y avoir autour du gène un encadrement là où on dit à l'enzyme de couper, je mets l'enzyme que dans le gyrus denté, et donc je vais avoir une absence d'FMRP que dans le gyrus denté, Au lieu de l'avoir dans tout l'organisme Voilà. de l'individu. au lieu de l'avoir dans tout l'organisme. Voilà. Ok. Et donc du coup, je suis sélectif des types cellulaires où il n'y a pas, Qui t'intéresse, ouais. ouais, où il n'y a pas la protéine. Ce qui évite que quand tu patches au niveau CA3, tu te retrouves Ouais. à, en fait, si ça se trouve, la diminution de l'activité cellulaire, elle est liée Voilà. au Ouais. fait que c'était un input qui venait d'ailleurs. Et C'est ça. voilà. Exactement, Et t'en sais rien. exactement. Ok. Et en plus, on fait ça, on modifie des virus pour infecter des cellules, etc. Bienvenue en biologie. Parce que, en fait, ce qui est ultra fou, mais bon, là, il faudra un autre épisode pour tout expliquer, mais ce qui est méga C'est fou, clair. c'est que le virus utilise des cellules pour exprimer son propre ADN. Ouais.
Donc au final, on a juste besoin de changer l'ADN du virus. Et il va Et le mettre il dans va la cellule, bazarder, dans la cellule hôte. Et on peut exprimer toutes les protéines qu'on veut, dont C'est ça. l'enzyme qui coupe, Mhm. celle qui m'intéresse. Et aussi des canaux qui s'activent à la lumière. Ouais. Notamment des canaux qui s'activent à la lumière bleue, qu'on appelle des channel rhodopsine. Donc rhodopsine, c'est juste, en fait, le terme opsine, ça veut juste dire une protéine qui est sensible à la lumière. Un récepteur de lumière, entre guillemets. Et un canot. Donc là, du coup, je peux faire rentrer certains types d'ions dans mon neurone pour l'activer Ok. en lui balançant de la lumière bleue. C'est quand même fou. Donc moi, du coup, pour étudier cette synapse-là, j'active mes neurones du gyrus denté Lui-même. par de la lumière bleue. Bon alors, vous êtes quand même manche-trabé, hein, mais je trouve ça fascinant. Hein, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est assez fou. Enfin, c'est vrai que expliquer comme ça, Ouais. c'est quelque chose. Ouais, c'est la première fois que j'explique aussi, aussi poussé Ouais, et ouais. aussi large tout ce que je fais. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, mais waouh, Et c'est ils sont c'est barges des en malades. fait. Mais moi, ma C'était- vraie question, Ouais, vas-y, après recentre tout le débat. ça, là... Non, en vrai, c'est surtout... Est-ce que tu fais autre chose dans ta vie que ça? Parce que ça a l'air vraiment hyper prenant et ça a l'air de... Bon, c'est hyper large. Ouais. T'arrives à quand même à te sortir un peu de cette thèse et de toutes ces Ouais. choses-là? Bah, en fait, ça, c'était quelque chose que j'ai vraiment voulu avant de rentrer en thèse, de trouver des choses, de trouver des activités en dehors. Alors aussi liées à la science. Par exemple, justement, dans son podcast, Juan avait parlé de Brainstorm. Ok. Et moi, du coup, je suis aussi dans Brainstorm. Alors, je suis pas le big boss de Brainstorm, Ok, mais ouais. on a un comité éditorial. Donc, il y a Juan et il y a Louise, Radija et Sarah. Ok. Et je suis dans ce comité éditorial. Donc, on reçoit tous. Brainstorm reçoit des petites reviews, des petits articles écrits par des étudiants, Ok. donc soit master, soit en thèse. Et moi, du coup, je participe à la correction, à la discussion avec les auteurs, etc., pour corriger ce qu'ils font, pour que ce soit le plus clair possible. Parce que souvent, on a des choses. On reçoit des articles sur des choses qu'on maîtrise pas. Oui. Donc, du coup, Ah bah typiquement, tu m'envoies un article, je serai là, oui. Super. On Donc- fait ça. C'est ça, et donc du coup, c'est un bon juge de paix, au final, d'avoir des gens pas du domaine qui nous disent On comprend rien, on ouais. comprend rien, Ouais. on comprend pas trop, on comprend peu. Et donc après, c'est bien parfois de clarifier certains points, de dire aussi que c'est bien, etc. Et donc moi, du coup, je travaille là-dedans. Et aussi, par exemple, dans mon institut, donc moi, je travaille à l'INES, l'Institut interdisciplinaire de neurosciences, et juste en haut, en fait. J'ai juste dû à descendre des escaliers pour venir ici. Je suis à 2 étages. Et ben c'est Ah bah, Exactement, c'est c'est exactement exactement ça ça. en plus. Je suis sur le 2e étage, c'est fou. La télépathie. Ouais. Et dans Je mon suis institut. Fabien Olicard, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Quel C'est ça. Je pense à la Russie. Et bref. Donc dans mon institut, on a un comité de bien-être. Et moi, je suis le représentant des étudiants en thèse du comité bien-être de l'institut. C'est comme je sais plus comment ça s'appelle là, cette association qui a un numéro vert pour les étudiants en détresse et tout ça. Là, C'est un peu la même chose. Tu es le moi, là. numéro vert. Je suis le numéro vert. Exactement. Ah, c'était une super. C'était dommage qu'ils prennent que les. Ils avaient ouvert ça pendant le Covid à Bordeaux et ils prenaient que des étudiants pour pouvoir prendre les appels. Et c'était dommage parce que moi je voulais participer vraiment. Je me suis dit putain, je sais ce que c'est que de passer par des moments hyper compliqués quand t'es en études. Ouais. On peut en parler si tu veux, y a pas de souci, mais je trouve ça trop bien aussi que ce soit des étudiants qui s'en chargent parce que pareil, t'es Ouais. en plein dedans et ça peut même te réveiller des trucs et faire ah ok, ils voient ça et tout. Moi je Ouais. trouve ça je trouve ça super comme Ouais. activité. Non, Même mais si c'est tu clair. sors pas vraiment complètement des études, du machin, Mm. ça te permet de prendre du recul en fait, c'est chouette. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis aussi, justement, c'était un input de l'institut qu'il y ait des représentants étudiants, en fait. Ouais. Voilà, parce que on sait tous que la thèse, c'est pas facile. Ouais, non. Et quand on voit et puis voilà, je pense que ça peut aussi rebuter si on voit la liste des gens qui font partie de ce comité bien-être, qui sont tous chercheurs.
On se Ouais. dit, oula, Oui. d'accord. Comité de bien-être aussi, ça va dans leur sens, quoi, peut-être. Ouais, On c'est sait ça. pas trop. Et donc, du coup. Comité de bien-être des salariés, géré par des patrons. Allez. Allez, Ouais, c'est ça. Donc, c'est exactement la ça. Et donc, CGT en PLS. c'est exactement ça. Et donc, du coup, bah, voilà, je trouvais bien qu'il y ait des étudiants qui s'en chargent. Stylé. Et, Bah, c'est chouette, ouais. et voilà, je me suis proposé. Et tu as des activités extrascolaires qui ne sont pas liées à la science ou Ex- pas liées au labo? Extra thèse. Extrascolaires. Extra-thèse Hertre. Oh. J'aime bien. Ouf. J'aime bien. Celle-là, elle vaut 12. Quand on arrivera à Zoé tout à l'heure, les blagues elles vaudront 8. C'est ça. Ouais, faut pas rire même du tout. Je serais juste en mode. Allez, on enchaîne. De toute façon, ce sera coupé au montage. Allez, hop, hop, hop. Coupons le malaise. Non, on adore le malaise. J'adore le malaise. Cringe TV. Ah C'est ouais. exactement ça. Et en fait, en dehors, déjà voir des amis. Ouais. C'est important. Ouais. Bon, ça paraît hyper basique. Je suis en train de Ouais, dire, non, mais vraiment c'est. Non, tu- limite nul, mais Tu sais que l'école, il n'y en a pas beaucoup qui nous disent ça. Il y en a eu un il y a pas longtemps qui a dit avoir des amis, et surtout des amis en dehors de la thèse. Ouais. Qui Ouais. Ils font pas de la Ils science. font pas de la science Ouais. dure ou molle, tu vois, enfin Ouais, clairement. naturelle Faut ou arrêter ouais, c'est ouais, non, nature mais ou machin, genre juste voilà, tu vois, genre autre chose. clairement. Après, moi aussi, j'ai des amis dans les sciences entre guillemets, mais suffisamment fous pour qu'on ait même pas l'impression qu'ils sont dans Ouais. les sciences. Ouais. Donc quand on se voit, c'est juste de la folie à l'état pur et c'est vraiment cool. Et donc moi, j'ai surtout besoin, de gens qui m'éloignent du laboratoire quand je suis Mhm. avec eux, même si eux ils sont dans d'autres laboratoires, Oui. etc. Bon, bah. Au final, si Moi, leur mes collègues, on parle pas de science. Hein. ouais, voilà, On parle de plein de trucs, mais pas de science. exactement. Et ça, c'est vraiment rafraîchissant, quoi, parce que on est tous avec, toujours, enfin, je suis toujours avec mes souris, mes pipettes, mes trucs. Donc, c'est facile de devenir complètement fou, quoi. Clairement. Et après aussi, j'adore lire. Ouais. Ah, Aller Incroyable, au ça. cinéma, j'adore le cinéma. Sortir de façon générale. tu peux dire les bars, hein, c'est bon, tu Et aussi les bars, évidemment. aussi les bars. Un maximum d'alcool. Je l'ai déjà vu passer sur les afterwork, je Oui. confirme. Waouh. Je l'ai vu de Maximum loin, j'ai vu. Maximum de tease. Et donc voilà, plein de choses comme ça. Écrire aussi. Ouais. Donc on pourrait croire que c'est C'est une activité littéraire, quoi. le thésard écrit. Voilà, mais écrire plein de trucs. Voilà, pas juste. Écrire sur soi, écrire du roman, écrire. Ouais, plein de choses comme ça. Philo, ouais, j'aime bien. Ouais. Ouais, j'adore la philo. Ok. Je suis un amateur de philo. Philo, poésie, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Du coup, ta recommandation, ça sera sur la philo. Et ben alors, moi j'ai fait des. Vous verrez. Ouais, bah ouais. Des Vas-y, patchwork regarde de la trucs. surprise. Mais en vrai, j'aurais dû mettre de la philo. mais non, en fait, j'y je vais en pense. mettre. Mais en fait, je vais en mettre. Je vais improviser, vous inquiétez pas. Ok, très bien. Bon, fais ça. bah, je vais mettre un truc plus ou moins philo aussi. Moi aussi, mais alors j'ai un me petit pique pas truc le mien sympa. parce que Non, ah non, je le dis en premier. Ok. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ta thèse. Ça fait un petit moment qu'on enregistre, donc je pense qu'on va aller rapidement se rapprocher quand même aussi de la fin. Ouais. Petite interro. C'est l'interro Allez. de Robin. C'est l'interro de Robin. Du coup, par contre, je vais un tout petit peu tricher parce qu'on a beaucoup divagué et dit beaucoup de trucs. Je vais juste Vaguer. me reprendre, vaguer. Pardon. Ah non, Maudit celle-là. Sur 20, évidemment. Mais non, 10 sur 10, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Mais en gros, de ce que j'ai compris, donc ça va être peut-être un petit peu chaud au début, mais c'est juste temps que j'organise un peu ma pensée, c'est que toi, tu vas t'intéresser au mécanisme du coup de la donc présynaptique, donc c'est ce qui se passe avant l'envoi des neurotransmetteurs sur une synapse bien particulière, du coup, qui est la gyrus dentée CA3. Mais dans un contexte particulier aussi, qui est le fait qu'il manque une protéine qui va du coup venir perturber les mécanismes de base de ces synapses, enfin de ces présynapses. Ouais, exactement. C'est Ah oui. c'est ça. Mais ouais, c'est beau. Et voilà. C'est beau. Que Est-ce que tu lui mets une note? Et oui, il me faut je veux une note parce qu'à la fin de la semaine, on fait une moyenne générale Une de mes moyenne neurosciences. Allez. Alors, tu lui mets combien?
Alors, si la blague était 10 sur 20, toi tu as 20 sur 10. 20 sur 10. Ok, super, merci. Putain, ma vanne, elle a pris cher. Ah non, mais c'est toi-même qui l'a dit. Moi, je ne Oui, fais oui. que répéter. Donc toi, tu lui as mis 20 sur 10. Hein. On garde cette note. Très bien. Super. Ça va être bien pour faire des moyennes, je vais être content, moi. C'est mathématicien en PLS, genre, mais pourquoi j'ai 20 sur 10? Bah écoute, merci beaucoup, hein, Simon. C'était super intéressant comme épisode. J'ai beaucoup aimé enregistrer ça aussi. Alors que c'était des neurosciences, vous vous rendez compte? Ouais. J'ai aimé la Moi, neuroscience. j'ai fait aimé la plein de neuroscience. dessins, c'était super. Mais c'est trop bien. Alors là, en vrai, voilà, on va casser 2 mythes de suite. Laura me fait plein de dessins pour m'aider à tout capter. Ah ouais. Et non, ouais, c'était. Est-ce qu'ils sont sympas, mes dessins de mémoire, mais que j'ai ils pas sont- fait ça depuis hyper longtemps? Ils sont très très beaux, mais le ribosome, mais quelle beauté. Quelle beauté. Que de beauté. Quelle beauté. C'est un burger avec trop de salade. Un peu, ouais. Et trop de pain au coup, mais, C'est ça. Il a un petit forme. C'est un champignon, en fait. J'adore. Bon, du coup, on va Reco. conclure ce petit épisode par des petites recommandations culturelles ou autres. Mais même, hein. yes. Donc, si tu as quelque chose à nous partager en particulier. Mais j'ai fait mes devoirs. Ah, c'est bien. Et Moi pas. j'ai des recommandations. Alors, j'en ai pas qu'une. Bah vas-y, vas-y. Je t'en prie. Ça me laisse le temps de... Si ça vous dérange pas. Non, non, Ça mais ne vas-y. dérange absolument pas. Ça vous dérange absolument pas. Alors, cool. Alors, en fait, la première recommandation qui m'est venue en tête, c'était un livre peu connu de Santiago Ramón y Cajal. Donc, Santiago Ramón y Cajal, j'en avais un peu parlé. C'était au des pionniers, Ouais, au final, de la neurophysiologie, etc. Il a écrit un livre, notamment qui lui a valu le prix Nobel avec Camillo Golgi à cette Ah oui, époque-là. d'accord. Ah oui, on est sur du haut level. On est sur les patrons, là. On est vraiment sur les padrés de la neuroscience. Ah putain, ouais. Et donc, c'était nouvelles idées sur le système nerveux central des vertébrés, etc. Donc, c'est quand même pas mal. Mais ça, c'est plutôt de manuel. Et il a écrit à la fin de sa vie un livre qui s'appelle Advice for a Young Investigator. Ok. En gros, un livre de conseils pour des jeunes chercheurs. Et en fait, c'est un livre vraiment pas du tout connu, alors qui a vieilli. Ouais. Surprise. Surprise. Mais waouh, il a vraiment vieilli. Et puis aussi, parfois, il dit certaines choses. Enfin bref, moi, je pense que c'est un livre qui peut être vraiment intéressant pour vraiment des gens qui sont hyper curieux en neurosciences. Ça peut leur apporter. Après, de façon générale, des thésards, c'est pas vraiment ce que je recommanderais, mais un livre qui est hyper cool, hyper bien. Si on est avant la thèse ou en thèse, pour essayer de comprendre le monde de la recherche, c'est quoi être chercheur, c'est quoi de faire de la bonne recherche, je vous conseillerais le livre de Svante Pääbo, en plus qui a eu le prix Nobel il n'y a pas longtemps avec Alain Aspect, donc big up à la recherche française quand même. Oui, la recherche française avec Alain Aspect, mais Svante Pääbo est suédois. Ok. Et il a écrit un livre qui s'intitule Néandertal à la recherche des génomes perdus, parce que c'est un généticien qui s'est intéressé au génome ancien et il a développé des méthodes extrêmement robustes pour essayer de reconstituer un génome altéré. Et donc c'est comme ça qu'on a le génome entier de Néandertal reconstitué par notamment les soins de Svante Pääbo. Et il a écrit un livre un peu vers le milieu, fin de carrière, où il raconte au final sa thèse, il raconte Comment les manips qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait en Ouais. fait pour faire ça. mais il raconte aussi le monde de la recherche, parce ce qu'il faut savoir, c'est que le père de Svante Pääbo a eu le prix Nobel, sauf qu'il a jamais reconnu Svante Pääbo, qui a grandi avec sa mère, etc. Donc lui aussi, il a une relation avec son père, prix Nobel, ultra psychanalytique de ouf et tout. Enfin, c'est quand même assez. Sa vie est dingue. Et en plus, c'est de la génétique, donc ça sort des neurosciences, ça sort de ce qu'on veut. Et pourtant, il parle de la science avec un grand S. Donc, je conseille. Ok. Et après, ma dernière recommandation, c'est lié aussi à mon parcours. C'est-à-dire qu'avant de faire des neurosciences, j'ai fait une licence de psychologie. Ok. Et je me suis intéressé à la neuropsychologie, etc. Et notamment, à cette époque-là, je voulais être... j'étais quasiment sûr d'être neuropsychologue. Ouais. Bon, au final, non. Non. Et j'ai notamment un gars qui m'a vraiment donné envie d'être neuropsychologue, c'était Oliver Sacks. Alors on le connaît tous pour l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Ou au moins le titre. Ouais. Ça Moi, me je dit connais de rien nom du les tout. deux, mais j'ai pas lu.
Et en gros, il a écrit un livre alors le titre du livre, rien que pour le Ouais. titre de ce livre, il faut le Ouais, lire. ça a l'air, Bah, C'est tu un viens anthropologue dans sur Mars. Ah oui, non, parce que du coup, il est connu pour L'homme qui prend sa femme pour un chapeau. Mais il a écrit plein d'autres recueils où il parle de cas, etc. Et notamment Un anthropologue sur Mars. Ok. Et Un anthropologue sur Mars, déjà, bon, le sous-texte, c'est cette histoire paradoxale. Parce qu'il prend des cas où les personnes ont une vie qui ne colle pas avec leur. Enfin, entre guillemets, qui ne colle pas avec leur pathologie a priori. Notamment, il y a un peintre coloriste qui, suite à un accident de voiture, ne voit plus les couleurs, mais continue son métier. C'est trop nul. C'est vraiment horrible, des fois, le karma. Ah, putain. Ouais. Vraiment, Et il continue son métier de la peintre. tristesse, C'est quand même incroyable, c'est quand même fou. Et on se dit, mais attends, quoi Ouais. comment fait cet homme Donc c'est paradoxal. Et Un anthropologue sur Mars, c'est en fait une personne autiste qui est prof à la fac. Ah oui. Qui Ok. fait des conférences internationales, qui voit du coup par jour trop de gens. Beaucoup trop de gens pour sa Beaucoup trop de pathologie. gens pour qu'on se dise, a priori, cette personne est autiste. Et pourtant, elle l'est. Et donc, ça colle aussi un peu avec l'autisme, avec tout ça. Et une manière aussi de voir la pathologie, pas en opposition au normal, mais vraiment d'inclure, au final, des patients atteints de certains troubles, dans une manière de les raconter qui leur rend hommage. Oliver Sacks a un vrai amour de ses patients, etc. Et donc c'est aussi hyper rafraîchissant de lire ce type de livres. Ce sont juste des études de cas. Lui aussi il parle un peu de sa vie aussi, tout ça, et qui sont vraiment hyper bien écrits et géniaux, quoi. Ok, Ok. stylé, merci. Beaucoup de livres. Oui. Beaucoup de lectures, la voix. Et donc on m'a dit philosophie, Michel Foucault, Les Anormaux, voilà, petite impro comme ça de philo, mais je le conseille. Michel Foucault, Les Anormaux, c'est incroyable. J'ai déjà entendu parler de Michel Foucault. Je sais plus ce que c'est ce principe philosophique, mais j'en ai déjà entendu parler. Peut-être tu le connais pour Surveiller et punir. Non. Je sais pas. J'ai zéro culture littéraire, mais genre vraiment le néant. Vraiment, c'est abyssal, quoi. Je suis, proche du zéro absolu. Ouais. Faut que je me mette un peu. Je m'y mets un petit peu à essayer de capter. Là, je me suis remis à la lecture récemment, mais Moi, je lis One Piece, ça compte ou pas? ça compte. Mais oui, ça compte. Moi, je suis sur Jujutsu, t'inquiète. Hein. Ça va. Non, mais tu vois, déjà, je suis passé là de. Je m'étais dit que pour toujours dans les bons coups, il fallait que je me remette un peu à la lecture pour aller chercher de la documentation féministe et tout. Et je suis passé de Despentes à Mona Chollet. Oh putain, le gap. Hein. Despentes, c'est cru, c'est hyper simple à lire. Chollet, pareil, c'est l'universitaire, c'est carré. J'ai fait, waouh, c'est un complexe à lire. Mais c'est ultra intéressant. Mais c'est. Ouais. Putain, c'est un pavé, hein. Faut s'envoyer. Alors que King Kong Theory, C'est je l'ai marrant, dévoré. Mais c'est lequel que t'as. Déjà titre, et c'est marrant que tu dis ça pour toujours dans les bons coups. De quoi? Que tu lis ça pour toujours dans les bons coups. T'as dit, faut se l'envoyer. Ok. Oh putain, t'es fatigué, hein. Ouais, je suis un peu claqué. Waouh. Non, mais oui, non, mais. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bien de recommander des séries et des comptes Pornhub, mais ce serait peut-être bien qu'on aille chercher d'autres. D'autres ressources. Des trucs un peu plus, Kelly, quoi. Mais Et surtout si on veut les inviter, donc voilà. Et du coup, j'ai fait King Kong Theory et sur mon acholé, j'ai commencé. Sorcière. Non. Non. Réinventer l'amour. Réinventer l'amour, tout à fait. Ouais. Très bien. Voilà. Parce que je suis passé par une phase de rupture il y a pas longtemps et je me suis dit, ce serait peut-être pas le bon moment pour lire ça. Si, je pense que c'est le bon moment. Mais réinventons. Réinventons l'amour, ouais. Réinventons l'amour. Et le titre le sous-titre est un peu provocateur et ça m'intéressait d'aller voir où est-ce qu'elle allait avec cette provocation-là, justement. Ouais. Et pour l'instant, je suis pas déçu, mais j'avoue que je m'y mets pas beaucoup dedans parce que je suis en mode, c'est lourd à lire quand même. Ouais. Après, par exemple, dans Sorcière, il y a toute la première partie où elle parle un peu de l'histoire justement de la sorcellerie, enfin des chasses aux sorcières, et qui est super intéressante et beaucoup plus, un peu storytelling. Ouais, ok. Voilà. Donc je pense que ça peut vraiment te Peut-être que plaire. Sorcière passerait plus facilement. Ouais. Ok, bon écoute, je passerai après tout les 1 milliard de bouquins que je dois rattraper déjà. Mais voilà. Mais moi, je vais vous recommander une chaîne TikTok, mais aussi YouTube, qui s'appelle L'Esprit Critique. C'est écrit par Alexis Bellas. Okay. Et c'est un gars qui fait un peu comme Clément Viktorovitch, qui fait un peu de la dialectique et de l'analyse d'argumentaire, etc. Et c'est hyper intéressant, je trouve fascinant. Déjà, ses chroniques sur TikTok sont assez complètes.
Alors que quand tu regardes ses vidéos YouTube, c'est plutôt du 10, 15, 20 minutes et que tu te dis putain, mais comment il va résumer ça en 2 minutes sur TikTok? Et c'est hyper bien fait. Alors j'ai bouffé tout son TikTok du coup, et là, la prochaine étape, c'est d'attaquer du coup ses vidéos YouTube. Il fait beaucoup de politique, il fait beaucoup de. Voilà, il fait beaucoup de. Alors il fait pas du debunk comme Viktorovitch, mais il va plutôt faire de l'analyse et de ok, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on construit ça, pourquoi on fait ça, l'argument, voilà, les arguments fallacieux, les trucs vachement utilisés. Et le truc que j'aime aussi beaucoup chez lui, parce que c'est souvent quand même associé à un truc très de gauche de faire ça, c'est que lui il tape sur tout le monde. Et clairement il est en mode voilà, et justement il a fait un truc il y a pas longtemps où il dit il faut faire attention à une chose, c'est que souvent notre esprit critique est biaisé par certains biais cognitifs ou d'une certaine chose, et notamment le fait que on a du mal à accepter que nos amis ont des défauts et que nos ennemis ont des qualités. Ah ouais. Et alors bien évidemment il prend un exemple qui moi me fait énormément de mal au cœur quand il dit ça, mais qui est vrai, c'est qu'il prend Mélenchon et Zemmour. Ouais. Et du coup il est en mode voilà, il prend ces deux extraits là, ces deux choses là, il part tout là-dessus, et il dit voilà, on a le droit de trouver que Zemmour est quelqu'un qui est de très cultivé, malgré tout ce que tu détestes de lui. T'as le droit de trouver ça aussi. Comme t'as le droit de trouver que Jean-Luc Mélenchon par exemple serait un peu trop, je sais pas comment on dit déjà, mais genre énervé, tu vois, genre direct, un peu trop véhément ou des choses comme ça. Et que du coup ça porte préjudice, etc. Donc c'est hyper intéressant, il me fait pas mal de remises en question, et même lui-même a fait une remise en question après il a traité d'une chronique sur TPMP qu'une meuf avait balancé une information un peu fausse. Et la meuf lui avait répondu, et du coup il a retravaillé le truc en disant effectivement elle m'a attaqué sur un point qui est assez juste, et là après il reprend, et c'est hyper bien fait. Il a une narration qui est trop bien, il a 2-3 blagues qui sont extrêmement drôles parce que c'est très carré, c'est très posé, et j'ai adoré. Voilà, donc je le conseille à tout le monde si c'est pas déjà fait. Esprit critique. Bon, il a 100K sur TikTok, hein, je pense pas qu'il a besoin de notre pub, hein, mais voilà, il est trop intéressant, il est fascinant. Allons-y, les yeux fermés alors. Ah ouais, c'est super. Voilà. Ok, bah moi je vais faire un truc simple, parce que de toute façon je vais parler pendant une demi-heure chacun. Je vais juste vous recommander la chaîne YouTube de Monsieur Phi pour la philo. Ah oui, très bien. Parce que c'est très sympa à écouter, même quand on n'est pas un grand féru de philo, que c'est très pédagogique et que c'est drôle. Et qu'il y a des guests sympas, genre Linguistique est là derrière, qui sont très drôles. Voilà. Et qu'en plus il se met à faire des expériences en plus. Ouais. Il se met à faire des sondages. Et puis après, il te les affiche et il t'explique les résultats des gens et tout. Il fait un peu de la science, tu vois. Genre comme la foloscopie qui fait ça aussi. Ouais, putain, j'allais te le dire, mais j'avais peur que du coup tu me piques ma recommandation pour un prochain Je épisode. l'ai déjà donné, la foloscopie, sur un épisode, je crois. Je crois que tu l'as déjà donné, ouais. Oui, on arrive au bout de mes capacités en termes de recommandations sur YouTube, en tout cas. Franchement, je te conseille TikTok, hein, fais gaffe. C'est un gouffre, mais il y a tellement de trucs intéressants. Je vais te recommander des vidéos de chats. Le faille spatio-temporel. Ah, on est déjà vendredi. Ouais, bah oui, alors là. T'as fait ça sur ton téléphone et paf, t'es vendredi, quoi. Ok, bah écoutez, c'est bien sympa toutes ces petites recommandations, mais maintenant qu'on a plus ou moins terminé cet épisode, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, Robin, à ton avis ? Eh ben, on peut aller écouter tous les épisodes de Taisez-vous sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple Podcast, Spotify, Deezer, par exemple, pour ne citer que celle-là. Voilà. On peut aussi, si on a apprécié l'épisode, mettre des étoiles et des commentaires sur les plateformes qui le permettent. On peut aussi retrouver les autres podcasts de Audio Mori, comme Toujours dans les bons coups, qui parlent de sexe et de sexualité, et Divine Feminine, qui parle de musique et d'amour. Tout à fait. Mais surtout de Robin. Wow. Oui. Surtout de Robin. Et aussi de Parlons Sensibilité, qui est le podcast de Jean et Lucille, qui est hébergé chez Audio Mori. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ces épisodes, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Discord. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié, alors que c'est moi qui le tiens le compte. T'inquiète. M'envoyez pas trop de messages. Et voilà. Eh bien écoute, Simon, je te remercie. Mais merci à vous. C'était super. C'était trop bien. Cool. Ouais, j'adorais. Ben voilà. Et bien écoutez, on se retrouve bientôt, hein, j'espère, pour un prochain épisode. Yes. De Taisez-vous. À bientôt. À bientôt, salut. À bientôt.